monsieur le professeur, je vous appelle professeur. On dit monsieur le professeur, Bah c'est oui. le classique. Bah oui. Vous pouvez pas m'appeler par mon prénom. Oui, bien sûr. Allez, bonsoir à tous, puisque vous êtes à l'heure, nous allons commencer. Vous êtes très nombreux ce soir. Il y avait moins de monde sur la diplomatie. Hein, on se demande pourquoi, mais il y avait du monde. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouvel entretien d'ici, à l'occasion duquel nous avons l'honneur de recevoir le professeur Joyeux. L'honneur parce qu'il était à Bruxelles hier, il sera à Barcelone en fin de semaine, donc il fait l'amitié de passer par ici les Moulineaux sur le chemin de l'Espagne. Je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Il s'agit de notre avant-dernier rendez-vous de l'année consacré au futur à venir. En effet, depuis le mois de septembre, nous explorons les multiples facettes du futur grâce aux lumières de spécialistes variés. Ainsi, après avoir évoqué la ville et le transhumanisme en janvier, puis les enjeux de la défense en février, nous abordons aujourd'hui la question de l'alimentation du futur et son impact sur la santé. L'alimentation a une place fondamentale dans notre existence, indispensable à notre survie. Elle apporte les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Elle participe également au développement de l'un de nos 5 sens, le goût, et témoigne de notre mode de vie. L'agriculture constitue d'ailleurs l'un des outils de notre alimentation. Elle façonne toujours nos paysages et détient une place primordiale en France. Comme de nombreux autres domaines, son visage se transforme et s'adapte aux exigences et aux nouveaux usages de l'époque. Citons par exemple le développement de l'agriculture biologique, soucieuse du respect des équilibres naturels et qui exclut entre autres l'usage des produits chimiques et des OGM. Ainsi, l'émergence de nouveaux modes de production ces dernières années s'inscrit en partie dans la pensée selon laquelle l'alimentation et la santé sont liées. En témoignent les conséquences sur l'organisme des excès pour les uns, des carences pour les autres, ou les intolérances dont nombre d'entre nous ne pouvons faire fi et qui conditionnent notre vie de tous les jours. Parce que vous êtes de ceux qui remettent l'alimentation au cœur de la santé, vous êtes engagé, monsieur le professeur Joyeux, en faveur de nombreuses causes. Vous êtes professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la faculté de médecine de Montpellier. Vous avez également travaillé au département de chirurgie digestive à l'Institut Curie de Paris. Depuis de nombreuses années et toujours aujourd'hui, vous êtes actif au sein de l'Institut du cancer de Montpellier. Vos nombreux travaux vous ont valu 2 récompenses, le prix de cancérologie Antoine Lacassagne, remis par la Ligue nationale contre le cancer, pour les travaux de votre équipe sur l'alimentation artificielle et ses applications thérapeutiques dans les cancers du tube digestif. Il vous valent aussi d'avoir été nommé dans l'Ordre national Légion d'honneur en 2008. Vous remettez l'alimentation au cœur de la santé, dans la continuité d'Hippocrate, qui encourageait à ce que la nourriture constitue le médicament de chacun. Ainsi, pour vous, l'organisme humain possède toutes les qualités nécessaires pour rester en bonne santé et offrira de bonnes capacités physiques et intellectuelles s'il n'est pas envahi par les agents bactériens, viraux ou les pesticides de notre environnement. C'est ce que vous démontrez dans votre ouvrage « Changer d'alimentation » aux éditions du Rocher, que vous dédicacerez pour ceux qui le souhaitent à la fin de cette conférence. Vous y revenez sur les dangers que constitue l'ingérence de certains aliments dans le développement du cancer. Vous prouvez que manger mieux et meilleur prévient de nombreux cancers. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, des livres « Tout savoir pour éviter Alzheimer et Parkinson »,« Les abeilles et le chirurgien »,« Le thym et le chirurgien », autant de titres qui dénotent le lien entre la santé et l'alimentation. Avant de vous laisser la parole, je vous informe que le dernier entretien d'ici de la saison aura lieu le jeudi 14 avril, en présence de l'écrivain Alain Damiazo, qui nous dévoilera les sources d'imagination du futur dans le présent. Bonne soirée à toutes et à tous. À vous la parole. Eh bien, merci. Ah, il faut appuyer. Absolument. Bonsoir à tous et à toutes et merci, monsieur le maire, pour ce que vous venez de dire. J'ai l'impression que je n'ai plus rien à ajouter. Mais on va tout de même essayer de réfléchir ensemble pour que vous ayez ensemble, parce que ça veut dire, pour moi, il faut qu'il y ait un temps de discussion, un temps de dialogue qui n'est pas un temps de consultation. Vous m'entendez bien là-haut? Oui. Mais qui permettra de mettre en place véritablement le sujet que vous avez choisi, à savoir l'alimentation de demain.
Première chose qu'on peut dire, c'est que l'alimentation de demain, c'est exactement l'inverse de ce que vous voyez en publicité. C'est formidable parce qu'au moins vous savez que tout ce que les publicités qui vous sont données sur les télés, sur les radios, sur les magazines, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Et comme ça, vous serez en meilleure santé. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour se dire je n'ai pas envie d'avoir un cancer, je n'ai pas envie d'avoir une maladie auto-immune qui peut conduire au cancer. J'ai envie de rester en bonne santé. Et pourtant, on nous promet beaucoup d'Alzheimer. Nous serions à 1 million et on aurait 500 000 personnes qui ne le savent pas. On a pas mal de Parkinson et nous en aurions qui ne le savent pas. Mais moi, je peux vous créer du Parkinson quand vous voulez, de l'Alzheimer quand vous voulez, du cancer quand vous voulez. Il faudra me dire ce que vous souhaitez. Si vous voulez un cancer de l'estomac, du côlon, du rectum, du foie, tout ça. Mais oui, mais c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous savez comment l'avoir, vous savez comment pas l'avoir. Et la grande différence entre le grand public et nous, les médecins, c'est que nous apprenons à la faculté de médecine les symptômes, les traitements, les moyens de faire un diagnostic. Mais ce qui intéresse le grand public, c'est pas ça. C'est la santé. C'est comment éviter les maladies, c'est-à-dire la prévention. Mais faire comprendre ça à un ministre, quel qu'il soit, c'est difficile. Alors on va vous dire qu'on a les vaccins. Et pour ceux qui suivent le sujet, sachez que la pétition que j'ai lancée il y a quelques mois a atteint aujourd'hui, cette nuit, 1 million de signataires et que ça ne fait que continuer. Et je ne dis pas que j'y suis pour rien, j'y suis simplement dans le fait que j'ai fait passer une information, à savoir que je ne supporte pas, en tant que représentant des familles, qu'on exploite les familles, qu'on exploite les enfants, qu'on exploite l'humain. Je suis un passionné de l'humain et tout m'intéresse dans l'humain. Que ce soit les maladies, et si vous voulez savoir, par exemple, comment fonctionne votre main droite, imaginez-la dans un plâtre et vous allez savoir ce que vous ne pouvez plus faire. Et donc c'est parce qu'on connaît bien la maladie aujourd'hui, dans le métier où je suis, qui est la cancérologie, la chirurgie, donc l'intérieur, que je peux imaginer quel est l'avenir pour notre santé. Cet avenir, c'est vous qui le détenez plus que les médecins. Et je fais une remarque tout de suite, c'est que le grand public aujourd'hui a une conscience scientifique qui augmente. Grâce aux réseaux sociaux, on peut se moquer d'Internet, on peut dire que ça va trop vite, on peut donner tous les défauts de la Terre à ce système qui pour moi est un système absolument fabuleux. C'est vrai qu'il y a des choses justes et des choses fausses et qu'il faut savoir discerner. Mais le grand public sait de plus en plus discerner, sait de plus en plus de choses et parfois un peu plus que les médecins qui sont enfermés sur un système où il faut à la fois prescrire et ensuite consulter et puis reconsulter, parce que quand vous avez une consultation à 23 €, si vous voulez faire vivre la famille, vous avez intérêt à avoir beaucoup de consultants. Et savez-vous qu'aujourd'hui, et on ne va pas rester très longtemps sur l'état actuel, un médecin qui prescrit bien les vaccins, 20 vaccinations, 140 € de prime, qui prescrit bien l'hypercholestérolémie, même quand elle n'est pas vraiment présente, avec des statines, qui prescrit bien le diabète comme on lui demande de le prescrire, qui prescrit bien l'obésité, donc des maladies de civilisation classique, eh bien, un peu avant Noël, il a une prime de 6 000 €. C'est officiel. C'est officiel. Et cette prime de 6 000 € lui est donnée parce qu'il traite comment? Il traite parce que les laboratoires pharmaceutiques lui disent de faire comme ceci et comme cela. Alors attention, je suis chirurgien, je suis cancérologue, je ne suis pas du tout contre les laboratoires pharmaceutiques, mais je suis contre les abus. Et ça, les abus, le grand public est en train de le sentir, de le voir, de le palper, de le toucher. Il y a eu l'histoire récemment, vous l'avez entendu comme moi, dans les médias, de ce produit qui était destiné soi-disant à maigrir et qui a fait mourir des gens. Alors que certaines personnes le savaient, mais s'en foutaient. Donc aujourd'hui, il va falloir que nous réfléchissions effectivement à l'avenir et le sujet qui a été choisi est le bon.
Mais pour connaître l'alimentation de demain, il faut faire un tout petit zoom sur ce qui se passe. Nous sommes en 2016. Les centres anticancéreux sont pleins à craquer. Les centres qui ne sont pas des centres publics mais des centres privés de cancérologie sont pleins à craquer. Il y a de nouvelles spécialisées telles que la sénologie. Des gens ne s'occupent que du sein, d'autres que de la prostate, d'autres que du tube digestif. Ceux qui sont sur le sein ne savent pas où est la prostate. Ceux qui sont sur la prostate ne savent pas où est le sein. On a saucissonné l'être humain d'une manière dramatique. Or, l'intérêt de la spécialité dans laquelle je suis, c'est que la cancérologie, elle va de là jusqu'en bas. Elle peut toucher la peau, le foie, le cerveau, les yeux, le tube digestif, le côlon, le rectum, tout. Vous êtes obligé d'être au courant de tout. Évidemment, il faut parfois prendre son téléphone et appeler un collègue pour lui dire « Dis-moi, et ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment utile ?» Parce que ça fait partie du Thésaurus. Thésaurus, c'est un livre que nous avons et qui fait qu'une secrétaire serait capable de prescrire un traitement en cancérologie parce que, en fonction de l'âge, en fonction de telle ou telle localisation cancéreuse, voilà ce qu'il faut faire. Et si vous ne le faites pas, attention, un avocat, il peut y avoir un problème, une procédure juridique. Tout ça, j'y suis totalement opposé. On vous dit que la médecine de demain, c'est la médecine ciblée, qui va s'adapter à Jules ou à Julie. Pour l'instant, ce sont des mots. Mais c'est vrai que ça va venir. Et cette médecine de demain, moi, je vais vous donner un grand conseil. Il vous faut tout faire pour l'éviter, c'est-à-dire tout faire pour rester en bonne santé. Et la première des choses, évidemment, sur lesquelles vous pouvez agir, c'est ce qui concerne votre vie quotidienne. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, ce que vous respirez, la façon dont vous menez votre corps, car nous sommes des bipèdes, et quand quelqu'un me dit, moi, vous savez, docteur, je bouge parce que je vais au travail à pied, je dis, madame, ça, c'est tous les bipèdes qui font pareil, ça compte pas. Il faut avoir une activité physique particulière, et cette activité physique particulière, nous allons y venir, elle est dans notre avenir, nous devons la connaître, car si vous êtes malade, ce n'est pas votre faute, c'est la nôtre. Parce que nous, médecins, nous n'avons pas fait suffisamment passer des messages de prévention. Donc l'avenir est à la prévention, mais l'avenir n'est pas à la vaccination. Contrairement à ce qu'on est en train de nous faire croire, en nous faisant croire que demain, avec une nanotechnologie, on va avoir en un seul vaccin une vaccination pour 59 maladies infectieuses et virales. On est en train de nous faire croire cela, et cela c'est faux. On est en train de nous faire croire que, au fond, si vous avez des douleurs à la hanche et de la coxarthrose, on va vous changer votre hanche droite. Et mes collègues me disent, mais laisse-les bouffer. Parce que nous, quand on tient la hanche droite, on a la gauche. Et 10 ans plus tard, on a le genou droit, le genou gauche. On se fait les bonbons en or. Ce n'est pas mon concept de la médecine. Mon concept de la médecine, c'est que nous sommes faits tous pour vivre au minimum un siècle, la tête sur les épaules et les pieds dans les bottes. Mais évidemment, les éléments de notre société qui nous touchent au niveau de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, de ce qui nous touche extérieurement arrivant sur notre peau, font qu'il y a un très grand nombre de maladies qui sont quasiment nouvelles. Quand on avait une maladie de Crohn, on appelait un collègue en Suède pour lui dire comment tu traites la maladie de Crohn en Suède, parce qu'on en voit très peu en France. Aujourd'hui, on en voit énormément dans toute la France, du nord comme au sud, de l'est à l'ouest. Les maladies auto-immunes qui étaient extrêmement rares, quand on avait un cas, on appelait les étudiants en disant je vais te montrer un cas tout à fait original. Mais aujourd'hui, c'est tout le temps. C'est la fibromyalgie, c'est les problèmes de spondylarthrite ankylosante. Quand vous voyez un jeune qui vous arrive avec un gros genou, vous dites il joue au rugby. Pas du tout. Il joue à la oui-oui. Et il se gave de choses, il ne sait même pas ce qu'il mange. Parce qu'il va au frigidaire. Et parce qu'il se gave, parce que son estomac est plus ou moins vide et qu'il faut le remplir, parce qu'il a faim et qu'en même temps, il est concentré sur sa oui-oui. Si on analyse assez précisément notre nutrition aujourd'hui, c'est grosso modo 80% de produits animaux
et 20% de produits végétaux. Tellement que vous avez des gens qui vont devenir ce que j'appelle des talibans du végétal, qui vont dire j'ai compris, j'abandonne tout ce qui est animal et je deviens un vegans. Ça devient une mode. Ça ne va pas durer très longtemps. Hier, vous voyez, à Bruxelles, je voyais une dame qui venait me voir, qui me dit, Monsieur Joyeux, je suis vegans. Une belle femme, 50 ans, magnifique, qui en faisait 40. Je dis, Madame, depuis quand êtes-vous vegans? Ça va faire 1 an. Très bien. Et dites-moi, sur votre oreiller le soir ou le matin, quand vous vous levez, il n'y a pas quelques traces de petites mèches de cheveux? Elle me dit, oui, depuis quelque temps. Oui. Vous êtes en carence? Oui, oui, j'ai compris que j'avais un peu de carence, me dit-elle, de vitamine D, de vitamine B12. Donc, je vais prendre un complément. J'ai dit, mais attendez, vous voulez manger mieux et meilleur et vous allez chercher un complément thérapeutique? Ça n'a aucun sens. Mangez des œufs, madame. Des œufs à la coque, mangez du poisson. Je ne vous dis pas de vous gaver. Ah, mais les poissons, docteur, ils sont pollués par la mer parce que les tankers libèrent. Je vais vous apprendre à faire cuire. Et votre mari, qu'est-ce qu'il a? Quel métier fait-il? Mon mari, docteur, il a une sclérose en plaques. D'accord. Il s'alimente comment? Comme moi. Oui, mais vous allez le carencer. Donc, vous voyez, on est en train aujourd'hui de voir des gens qui passent d'un extrême à l'autre. Et cet extrême à l'autre fait que c'est déjà pas mal qu'elle ait compris qu'elle prenait trop de produits animaux, mais c'est excessif de dire je n'en prends plus du tout. Parce qu'il y a des choses absolument excellentes dans les produits animaux, donc il y a un équilibre nouveau à retrouver, mais vous ne pouvez pas passer facilement de 80% de produits animaux à 20% de produits végétaux. Inversé. Alors, quelle est l'orientation que nous devons prendre? Premièrement, et ça c'est une question que les gens posent quand nous sommes en consultation dans un centre anticancéreux, docteur, comment je dois m'alimenter parce que j'ai compris que mes mauvaises habitudes alimentaires ont été en partie en cause dans le cancer que je viens de développer, où qu'il soit. C'est vrai qu'en cancérologie, on sait aujourd'hui que dans 1 cas sur 2, ça fait quand même beaucoup, vous trouvez de mauvaises habitudes alimentaires qui, qu'est-ce qu'elles ont comme effet? Elles abîment votre système de défense immunitaire. Ah, quand vous entendez immunité, vous pensez à un président de la République. En disant il a une immunité, il fait ce qu'il veut. Celle-là ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est mon immunité, c'est la vôtre. Nous avons un système immunitaire absolument fabuleux. Et si vous voulez comprendre comment rester en bonne santé, vous devez comprendre comment stimuler votre système de défense. C'est un système, je vais vous l'expliquer d'une manière très simple, que les étudiants et les médecins ont oublié. Pourquoi? Parce qu'ils apprennent en première année de médecine qu'un concours difficile, qui sont quichés pour travailler, et que dès la 2e année, ils se libèrent complètement et ils oublient ce qu'ils ont appris la première année quand ils ont été reçus. Notre système immunitaire est une petite merveille. Vous savez que nous avons une circulation sanguine qui fait qu'en ce moment, chacun d'entre vous, chaque seconde, votre cœur gauche envoie du sang rouge de la tête aux pieds. Un sang oxygéné, un sang qui contient de bonnes choses, si vous avez bien mangé, de bonnes choses qui ont été coupées en petits morceaux par votre estomac, par votre intestin, qui ont été digérés, absorbés. Et tout ça, ça part vers votre cerveau, vos muscles, vos reins, votre foie, etc. Merveilleux. Et dans la même seconde, voilà que le cœur droit reçoit en retour autant de sang qu'il a donné de l'autre côté, mais qui est bleu, avec du CO2 et avec des déchets qui vont être filtrés par l'élément respiratoire, par les reins, pour éliminer dans les urines des choses que nous ne devons pas garder dans notre corps. Vous savez que quand nous faisons passer un examen en tant qu'universitaire à la faculté avec un étudiant brillant, on est content de faire passer des examens, mais on cherche toujours un peu à coller l'étudiant. Alors mademoiselle, vous avez été major, bravo. Eh bien, vous allez avoir peut-être le titre de docteur en médecine, je suis là pour évaluer tout ça. Parlez-moi des 3 cœurs, mademoiselle. Elle me regarde d'un air de dire, celui-là, il est un peu vieilli, quoi. Monsieur, il y en a 2. Lesquels? Il y a le cœur droit et le cœur gauche. Je dis, non, ça, c'est de la politique, ça. Non, parlez-moi des 3 cœurs. Elle ne voit pas. Pourtant, elle l'a appris en première année, elle l'a oublié. Nous avons celui qui est dans le thorax, j'en viens de parler, et nous en avons 2 autres sous la plante des pieds. Sous la plante des pieds. C'est-à-dire, ce sont des semelles veineuses avec des plexus, comme l'on dit, c'est-à-dire une circulation veineuse très importante,
qui est destiné à remonter le sang bleu vers le cœur, parce qu'il n'y a pas un moteur. Mais le moteur, c'est la marche du bipède que nous sommes, qui fait que récemment, j'étais en train de parler à des maisons de retraite dans le sud de la France, et quand ils sont sortis, les personnes âgées, elles marchaient comme des soldats tchécoslovaques. Elles avaient compris. Et vous croyez que les cardiologues le leur diraient? Ben non, les cardiologues s'en foutent. Eux, insuffisance cardiaque, tonie cardiaque et diurétique, vous avez les jambes qui gonflent, je vous donne un diurétique pour vous faire dégonfler, je vous donne un tonie cardiaque. Il faut dire aux gens, vous ne marchez pas suffisamment, les babouches, vous les laissez tout simplement. Bon. Ça, c'est la circulation qui nous permet d'avoir une bonne oxygénation de nos tissus, de nos organes, qui est évidemment extrêmement importante. Mais il y a une autre circulation qu'on appelle la circulation lymphatique. Et cette circulation lymphatique, vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est lymphatique, on parle d'une personne qui marche lentement, qui réfléchit, qui a une certaine sagesse. Eh bien, nous avons dans notre corps une circulation dite lymphatique qui est là pour nous protéger. Et lorsque je suis en train d'opérer, au niveau du cou, du thorax, de l'abdomen ou des membres, en cancérologie, on passe partout, je demande à mon collaborateur, ma collaboratrice, décrivez-moi ce que vous voyez au bout de l'instrument. Et il me décrit une circulation serpentine qui est très fine, il faut pointer son regard, qui n'est pas plus épaisse que les mines de ses stylos, dans lequel il y a un liquide transparent comme de l'eau ou un peu trouble, parfois blanchâtre. Alors je sais que la personne que je suis en train d'opérer, la veille, a pris de bonnes tartines avec du beurre, ou bien une belle côtelette de porc passée au barbecue. Oh, je sais déjà. Pourquoi? Parce que dans le système lymphatique, nous avons des choses qui sont absolument indispensables pour nous protéger. Il y a des immunoglobulines, immunité, globuline, immunoglobulines, ça veut dire des protéines qui ressemblent à des petits globules, si vous voulez. On leur a donné des lettres A, G, F, mais un exemple fabuleux, une maman vient d'accoucher, elle a du lait. Le lait de cette maman, si son enfant est prématuré, on va prendre un exemple, un enfant de 7 mois, eh bien dans le lait de cette maman, il y a plus d'immunoglobuline A pour protéger son bébé que dans celui d'une maman dont l'enfant naît à terme. Il y a donc une adaptation de notre corps, du corps de la maman, à ce corps d'enfant qui est né prématurément et qui a besoin d'être soutenu. Il n'a pas besoin du médecin, il a besoin du lait de sa mère. Mais évidemment, on vous dira qu'à la pharmacie, il y a des laits maternisés, avancés, il y en a pour le reflux, il y en a pour le mal au ventre, il y en a pour des tas de choses. On a même fait du lait sans lactose. Alors ça, c'est la totale. Le lait sans lactose, c'est un homme sans testicules, pour moi. Bon, vous imaginez. Mais on est arrivé à créer ça et à médicaliser l'émotion. Madame, vous avez le plus beau bébé du monde, c'est vrai. Vous voulez pas qu'il soit malade. Vous voulez pas ceci, vous voulez pas cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le vacciner à 2 mois. Avant, c'était 6 mois. Bientôt, ça va être avant la conception. Avant la conception. On est en train de nous manipuler, mais le grand public n'est pas idiot. Et si vous êtes ici aussi nombreux, c'est parce que, vous avez pigé la relation qu'il y a entre notre alimentation et d'éventuelles maladies ou la santé, que vous voulez la comprendre, et que vous avez pigé aussi que nous sommes aujourd'hui fort manipulés, pas par le monde médical, parce que le monde médical aujourd'hui, il est devenu un peu stérilisé au sens où on lui fait peur, parce qu'il y a des procès, parce qu'il faut suivre un certain nombre de choses qui vous sont imposées. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Donc, ce que je souhaite, c'est faire passer des messages. Alors, dans ce système immunitaire, il y a de la lymphe avec quoi? Immunoglobuline, je l'ai dit. Il y a des cellules, on croyait qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y a entre 350 et 360 familles de cellules. Qui c'est qui nous a appris ça? Eh bien, c'est le sida qui nous l'a appris. Le syndrome d'immunodépression acquise, qui est une maladie épouvantable, qui fait qu'un petit virus plus petit que tous les petits virus qui peuvent exister est capable de flinguer, de tuer, d'amoindrir mon système immunitaire et de faire que les milliards de germes que j'ai dans mon tube digestif soient capables de me tuer parce que mon système immunitaire est mort. C'est ça le sida. On meurt d'infection, de méningite, d'hépatite,
de pneumonie. C'est ça. Bien qu'aujourd'hui, on a pu reculer la mort chez ces personnes parce qu'on a trouvé des moyens de stimuler le système immunitaire. Et pour vous donner un exemple, ça c'est l'avenir. Je vois en consultation il y a quelques mois un jeune qui vient me voir, 24 ans. Normalement, je suis chirurgien cancérologue, donc ça doit être pour un problème chirurgical et de cancérologie. Je dis, vous venez me voir pourquoi, monsieur? Il me dit, j'ai le sida. Quel âge avez-vous? 23 ans, 24 ans. Bon, je dis, mais je ne suis pas spécialiste, moi. Non, non, il me dit, mais je sais que vous n'êtes pas spécialiste. Mais est-ce que vous pouvez voir mon dossier? Mais volontiers. Alors je vois le dossier, je vois qu'il a un taux viral assez élevé dans son sang, le virus de l'immunodéficience humaine. Bon, je tourne les pages et puis je vois que 6 mois plus tard, il a réduit son taux viral par 6. Je dis, magnifique, le traitement est efficace. Montrez-moi le traitement. Je vois le traitement, je dis, écoutez, le traitement est très efficace. Il me dit, mais je ne l'ai pas suivi. Non, mais attendez, vous êtes suivi à Cochin, à Paris, à Cochin. Mais oui. Et vous n'avez pas suivi le traitement? Il me dit non. Et là, il prend son sac et de son sac, il sort mon bouquin, Changer d'alimentation, vous savez, avec des petits trucs jaunes, rouges, verts, des pages manifestement où il y avait des questions à poser. Puis il m'en sort un autre, il me sort les abeilles et le chirurgien. J'ai dit, oui, aïe, on va discuter. Et il me pose des tas de questions. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme traitement? Il m'a dit, mais j'ai suivi vos conseils. C'est-à-dire, j'ai supprimé tous les produits laitiers, j'ai supprimé le gluten, je mange beaucoup de fruits, je prends des aliments qui viennent de l'agriculture biologique, et je viens vous voir essentiellement pour vous poser des questions et puis pour vous me parliez un petit peu de la gelée royale, de la propolis, du miel. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que ça peut stimuler mon immunité? Et nous avons passé une heure merveilleuse où je lui ai donné des conseils, et depuis, eh ben, je n'arrête pas de recevoir par mail, parce que j'ai dit, si vous avez des copains, c'est pas la peine qu'ils viennent me voir, vous pouvez leur dire ce que je vous ai dit. Ensuite, ils m'écrivent, éventuellement, je peux leur donner des conseils par mail, ça coûte que dalle, et c'est si facile. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez dit à Cochin? Ah ben, à Cochin, je leur ai fait plaisir. Je leur ai dit que j'avais fait le traitement. Donc, il est coché comme ayant reçu le traitement. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre le traitement. Mais ce que je veux dire dans cet exemple-là, et j'en ai vu bien d'autres, c'est que le changement des habitudes alimentaires est capable de stimuler votre immunité. Et si donc il est capable de stimuler une immunité fatiguée et fragile, il est capable de vous maintenir une bonne immunité. Si vous avez par exemple un panari au niveau du pouce droit, vous avez fait le diagnostic, vous dites j'ai un panari. Et vous appelez votre toubib en lui disant j'ai un panari au pouce droit, je viens vous voir. Et le médecin va le voir, il ne va pas toucher sinon il vous fait hurler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous examiner au niveau du coude, au niveau de l'aisselle, et vous allez voir son regard épanoui. Quand il sent des ganglions ici ou là, il se dit ces ganglions, qui sont des nœuds lymphatiques, sont en train de protéger cet homme ou cette femme de telle façon que le staphylocoque au bout du doigt ne va pas risquer de donner une bactériémie ou une septicémie. Il est content. Mais quand j'examine une femme qui a une lésion au sein qui m'inquiète, première chose que je fais, c'est que je vais dans son aisselle. Et là, je suis plus ou moins inquiet quand je trouve un ganglion un peu dur qui roule sur la paroi thoracique, et quand il est dur et qu'il est différent par rapport à l'autre côté. À l'autre côté, je me dis, cette femme, elle a déjà une métastase, c'est-à-dire une atteinte de son sein qui a dépassé le système immunitaire, donc elle n'est pas protégée, et le traitement va être plus lourd, il y aura peut-être la chimiothérapie, etc. Donc vous voyez, ce système immunitaire, il est d'une extrême importance, et en même temps, qu'il peut nous protéger si nous ne le contrôlons pas, si nous ne le comprenons pas, nous allons le laisser se faire dépasser. Et quand je regarde une IRM du pelvis pour un homme qui a une suspicion de cancer prostatique, la première chose que je regarde, ce n'est pas la prostate, c'est les ganglions qui sont autour. Est-ce que ce monsieur a déjà des ganglions envahis? Si oui, inquiétude, sinon heureux. Et je le lui dis tout de suite, monsieur, pas de problème, on va vous guérir sans séquelles et sans difficulté. Donc ça veut bien dire que ce système immunitaire, il est la clé de ma santé. Mais cette clé de ma santé de demain et d'aujourd'hui, elle va dépendre de ce que je mets comme énergie dans le moteur de mon corps. L'Organisation mondiale de la santé vous dit que la santé, c'est la santé du corps, c'est la santé de l'esprit, c'est la santé de la relation. Vous pouvez avoir un corps qui marche très bien, être un emmerdeur fini. Vous pouvez avoir un corps qui marche très bien, avoir des relations sociales ou familiales épouvantables. Vous n'allez pas bien, il va falloir vous calmer, peut-être vous donner un traitement anti-ceci ou anti-cela.
Donc, l'important, c'est de bien comprendre que notre cerveau va être la clé de nos comportements. Ce que je choisis, ce que je décide, ma relation avec les autres, la façon dont je parle, la façon dont j'écoute, etc., est absolument essentiel. Mais si mon cerveau est important, on parle aujourd'hui d'un deuxième cerveau. C'est un peu abusif de parler de deuxième cerveau en parlant de ce que nous avons dans notre ventre. Mais ce n'est pas totalement stupide, parce que cela veut dire que c'est très important ce que nous avons là dans notre ventre, parce que c'est 80% de notre immunité. Ah, mais si donc mon système digestif, depuis haut jusqu'en bas, c'est 80% de mon immunité, ça veut bien dire que je dois en être conscient que s'il est 80% de mon immunité, comment puis-je faire pour avoir la meilleure immunité qui soit? Alors, il faut aller au début. Ici, on parle de la bouche. Non. Pour moi, la bouche, c'est pour se rouler des pelles. Les jeunes comprennent ça très bien. Par contre, la bouche, c'est le palais des saveurs. Le palais des saveurs, c'est une notion anatomique et physiologique. Anatomique parce que ça s'appelle palais. Saveur parce que vous avez la langue avec des papilles. Madame, vous avez quel âge? Docteur, j'ai 65 ans. Quel âge ont vos papilles de votre langue? 65 ans, docteur. Pas du tout, madame. Elles ont 10 jours. Ah, les papilles de ma langue, elles ont 10 jours. Depuis 10 jours. Mais oui, vous les refaites tous les 10 jours. Il y a des papilles qui ont des formes de petites aiguilles, de petits filaments, d'autres de petites feuilles, d'autres de petites couronnes, d'autres de petits champignons. Si vous avez une grosse loupe pour le voir, et vous seriez en adoration devant votre langue, en vous disant, mais ça c'est grâce à elle que je peux goûter les bonnes choses. Et tout à l'heure, je veux remercier Monsieur le maire et son collaborateur, parce que nous avons pris une petite coupe. Pas du Coca-Cola, hein. Coca-Cola, je vous dis tout de suite, il faut en avoir à la maison pour déboucher les lavabos. Oui, mais vous n'êtes pas un lavabo, c'est clair. Bon, donc, très important, votre palais des saveurs. Alors, je vais faire un petit rappel, mais ça paraît idiot de faire ces rappels, mais aujourd'hui, dans l'état actuel de nos sociétés, si on veut regarder demain, il faut en parler. Nous avons 32 ratounes. Il y a des incisives et des canines, des prémolaires et des molaires, mais elles sont faites pour la photo. Souris égypte, on vous dit, etc. Non, elles sont faites pour mastiquer les aliments. Mais au McDo, monsieur le maire, vous devez avoir quelques McDo dans votre municipalité. Vous savez qu'au McDo, je dis toujours qu'il y a du pain de mie pour ne pas fatiguer vos ratounes. Pas vous fatiguer. Et vous avez même de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Alors ça, c'est intéressant parce que récemment, un étudiant étranger vient me voir et il me dit, Monsieur Joyeux, c'est vrai qu'en France, au McDo, la viande, elle a été mâchée par quelqu'un d'autre avant moi. Alors, je lui dis, j'ai fait un petit lapsus. Il me dit, c'est quoi un lapsus? Un lapsus, ne t'inquiétez pas, mâché, haché, c'est pareil. Je lui ai sauvé la vie à celui-là. Il n'ira plus jamais. Il n'ira plus jamais. Non, alors simplement, pour bien vous montrer une chose, c'est que nous avons des papilles de la langue, nous les refaisons tous les 10 jours. Et quel est le premier signe de l'Alzheimer? Je ne sais plus où j'ai mis mes clés. Pas du tout. C'est la perte du goût et de l'odorat. Ah, ça intéresse curieusement. Parce que la perte de l'odorat, tous les combien faites-vous votre odorat, madame? Vous avez quel âge? Eh ben, j'ai 55 ans. Ben, il a 55 ans, mon odorat. Pas du tout, il a 3 mois. Il y a 3 mois. Je refais mon odorat tous les 3 mois? Oui, mais si vous le stimulez. Et récemment, les personnes âgées dont je vous parlais, qui étaient sortis comme des soldats tchécoslovaques. Le lendemain, la directrice qui avait fait venir ces 500 personnes, elle me dit, vous savez où ils sont, les vieux, là-bas? Non, ils sont dans la garrigue à genoux, en train de renifler le thym et le romarin. Parce que les premiers signes sont justement la perte progressive du goût et de l'odorat. C'est pour ça que c'est bien de boire de l'eau, mais un ballon de bon vin, ça n'a jamais fait de mal. Dans la mesure où vous l'envoyez de la joue droite à la joue gauche, du palais en haut au palais en bas. Et vous ne le buvez pas cul sec, comme l'on dit. En effet, nous avons 6 glandes salivaires. 3 majeures de chaque côté. Parotide, sous-maxillaire, sublingual. Combien elles fabriquent de salive? 3 bouteilles comme ça. Si vous mastiquez. Si vous mastiquez pas, ça fabriquera la moitié, le tiers. Alors, vous étonnez pas d'avoir du ballonnement. À la piscine, vous flottez. Quand vous arrivez dans des départements où j'étais récemment, j'ai passé 5 jours en Martinique à former avec mon épouse des tas d'associations pour le problème de l'alimentation. Là-bas, ils aiment beaucoup les haricots, ils les font cuire pendant 3 heures.
Moyennant quoi, un haricot, 2 gaz. 3 haricots, 10 gaz. Ils ballonnent tous. C'est des pétarades assurées. Vous les entendez quand vous atterrissez. Je leur ai dit, ils ont bien rigolé, mais ça leur a permis de comprendre qu'avec de l'humour, on fait passer des choses importantes. On fait cuire les aliments trop longtemps. On abîme, en faisant cuire trop longtemps, un aliment qui a des capacités nutritionnelles fabuleuses pour mon corps. On les transforme, on fout en l'air les phytohormones, on abîme les oligo-éléments, les vitamines, etc. Une mamie me disait l'autre jour, docteur, moi je donne tous les jours, toutes les semaines, tous les 3 jours à mon mari une petite pomme au four. Il adore ça. Je dis, madame, vous serez veuve avant tout le monde. Et pourquoi? Je dis, parce que vous fusillez la pomme, vous fusillez les vitamines, vous fusillez les bonnes choses. Et voilà. Alors, quand vous lui dites ça, bon, sur le moment, ça la choque, mais elle va rigoler, elle va comprendre. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On vous dit de prendre 3, 4 produits laitiers par jour. Ça, c'est le plan national de nutrition santé. Mais qui le fait, ce plan national de nutrition santé? On vous dit c'est l'État, mais l'État, il n'a pas un radis pour le payer. Comment il fait? C'est les lobbies. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne suis pas contre les lobbies, je suis à fond pour les lobbies, mais des lobbies qui sont pour la santé, notre santé. Parce que je sais que l'assurance maladie nous coûte la peau des fesses. Et la peau des fesses, qui c'est qui la paye, l'assurance maladie? C'est notre pognon. Quand vous voyez que la ministre, elle offre, avec notre pognon, 536 millions d'euros pour toutes les personnes qui ont plus de 65 ans, j'en fais partie, pour me faire vacciner alors que j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle y connaît que dalle, la médecine. Pourquoi elle m'offre un vaccin dont je n'ai pas besoin, alors que c'est vrai qu'il peut y avoir 1,5 million à 2 millions de personnes qui en ont besoin? Alors que les réfugiés en ont peut-être besoin parce qu'ils peuvent nous amener des maladies, parce qu'ils sont dans des pays où la structure de santé et d'hygiène n'est pas aussi bonne que chez nous. Donc il faut un peu réfléchir. Mais les 6 labos qui font les vaccins contre la grippe, ils sont bien contents, ils se disputent le marché. Hein. Vous comprenez? Bon. Donc tout ça, ce sont des choses qui veulent et qui démontrent que nous devons réfléchir à notre patrimoine de santé. Nous avons un patrimoine de santé prodigieux. Nous connaissons notre patrimoine en banque, notre bagnole, notre ceci, notre cela. Et notre patrimoine de santé, on ne nous l'apprend pas. Et c'est pour cette raison que j'ai vu tous les premiers ministres, dont les noms finissent par un, comme Tintin, Raffarin, Villepin, enfin bon, même un qu'on appelle certains zéros, etc. Bon, je les ai tous vus. Ils m'ont dit que c'était des idées formidables, parce que ce que je voudrais, c'est qu'après 20h30, à la place de Darty, on fasse passer des messages de santé publique gratuitement. Mais pour ça, il faut que les députés votent qu'il y a effectivement, je ne demande pas grand-chose, 1 minute 60 secondes après 20h30. Ah, me dit, mais ça coûte la peau des fesses. Justement, mais si les députés le votent, ça sera obligatoire. Et nous ferons faire venir, tout simplement, et c'est ça l'avenir, vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre vous, d'un homme merveilleux qui s'appelait le mime Marceau. Le mime Marceau était capable, sans dire un mot, avec des gestes, en étant grimé, avec ses mains, ses oreilles, etc., il était capable de vous faire passer des messages. Et j'ai testé des élèves du mime Marceau, il n'est plus de ce monde, et je leur dis, voilà, vous allez me faire la prévention de ceci, il vous faut ça merveilleusement. Et ça passe très très bien. Et les gens, avec un peu d'humour, retiennent les choses, et les enfants, les grands-parents, tout le monde est devant la télé en train de regarder, et les messages passent. Le problème, c'est que quand vous le dites d'un côté d'un parti politique, les autres, ils n'ont pas le droit de signer parce qu'ils n'ont pas le droit... Bref, c'est affreux. Nous devons changer le système, mais le système, qui va le faire changer? C'est nous. C'est chacun d'entre nous. Parce que nous allons être informés et que nous allons faire le bon choix pour notre immunité. Alors, on va forcer sur le végétal. Et le végétal, ça veut dire quoi? Fruits, légumes, légumineuses, céréales. Ce n'est pas Kellogg's, je vous dis tout de suite. Kellogg's, c'est du sucre. Si vous voulez ballonner, prenez Kellogg's. Non, des fruits frais de saison. Et je veux remercier très chaleureusement une de vos collaboratrices, M. le maire, qui, tout à l'heure, j'étais à l'hôtel, et on m'appelle, je descends, et elle m'avait amené une belle corbeille de fruits frais de saison. Il y avait des pommes, il y avait des bananes, il y avait des poires, il y avait des mandarines. Fabuleux. C'est mon bonheur, c'est ma santé. Elle a dû me voir sur Internet, un peu comme Sophie Marceau. Vous savez que Sophie Marceau m'a invité avec Drucker. Je ne m'y attendais pas. Alors quand j'arrive, d'abord, on m'appelle, j'étais en Espagne en train de former des malades atteints de cancer. Et puis on me dit, j'appelle Paris, Sophie Marceau vous le cherche. Et pourquoi elle me cherche? On ne sait pas. Bon, j'ai dit, elle a un problème, parce que quand on m'appelle, il y a des problèmes de santé assez sérieux.
Ben, j'ai dit, vous direz à Sophie Marceau que je serai à Paris à telle date. Moi, je la connaissais pas plus que vous par le cinéma, n'est-ce pas? 4 jours après, on m'appelle, Sophie Marceau vous invite chez Drucker. Ouh. Je dis à ma femme, danger, c'est la télé. Je dis, j'ai jamais vu un film de Sophie Marceau, vite, vite, il faut en voir 4. Alors, on a vu La Boum. On a vu La Boum. Bon, au bout d'une demi-heure, j'en ai eu marre. Puis on a vu Fidélité, L'homme de chevet. Bon, puis après, j'ai dit à ma femme, écoute, c'est bon, je suis balisé. Je savais pas pourquoi elle m'invitait. Je dis, si jamais elle m'agresse, parce qu'à la télé, vous savez, on peut être agressé. Hein, je lui dirais, madame, vous êtes beaucoup plus belle habillée qu'à poil. Ma femme me dit, tu dis pas ça. Ben, je dis, écoute, ça dépendra. Et puis quand j'arrive sur le plateau, je dis, mais je la salue, madame, comment vous me connaissez? Elle me dit, je n'écoute que 2 personnes dans ma vie, ma maman et vous. Moi? Pourquoi? Parce qu'elle m'a vu sur YouTube. C'est comme ma surveillante, récemment, je vais à l'hôpital, je vois les dossiers des malades, la surveillante arrive un peu en retard, et devant toutes les infirmières, elle dit, monsieur, j'ai passé la nuit avec vous. Ah bon? Mais j'ai aucun souvenir. Comment vous avez fait? Je m'en souviens pas. Elle me dit, je me suis couché, j'ai pris mon iPad, je vous ai trouvé tatata, et je vous ai regardé pendant des heures. Et j'ai fait un petit regard enveloppant, elle en avait bien besoin de m'écouter celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous ai dit des fruits frais de saison à votre petit déjeuner. À votre petit déjeuner, mettez au moins un beau fruit. Et si possible, bien sûr, de saison. Et si possible, bio, de l'agriculture biologique. Mais pas, j'aime bien les Polonais, j'aime bien les Turcs et les Chinois. Mais prenez de chez nous, prenez de chez vous. Vous êtes en Île-de-France, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de vous gaver de produits qui arrivent des pays qui sont extérieurs aux nôtres. Nous avons besoin de soutenir les agriculteurs. Et le jour, monsieur le maire, vous serez ministre, je l'espère, je vous propose, voilà, le poste de ministre d'État. Très bien. Alors, ministre d'État, c'est très important parce que c'est juste après le ministre. Mais attention, ça, vous n'y attendez pas. Hein. Votre poste sera le suivant. Vous serez ministre d'État chargé de l'agriculture et de la santé. Je mets les deux ensemble. Pourquoi? Parce que l'agriculteur peut être le premier acteur de ma santé. Il peut m'envoyer à l'hôpital en me faisant bouffer des saloperies. Des pesticides qu'on appelle phytosanitaires. Aux États-Unis, là-dessus, ils sont plus clairs. Ils appellent ça les chemicals, produits chimiques. On dit phytosanitaire, la santé de la plante. Mon œil. Pas du tout. Alors, ministère de l'Agriculture et de la Santé, pour valoriser l'agriculteur, premier acteur de ma santé, parce que au moment où il me donne des produits de qualité, comme tout à l'heure votre collaboratrice, eh bien, elle pense à ma santé et je l'en remercie chaleureusement. Donc, l'agriculteur que vous valorisez, le médecin, vous ne le dévalorisez pas, mais vous poussez le médecin, la médecine, à travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs. C'est ça l'avenir. Et je me rends compte dans les conférences que je donne, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, en France ou en Europe, que tout le monde est d'accord sur le principe. Mais aller faire comprendre ça à un homme politique, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ce qu'il faut que les hommes politiques comprennent, c'est quel est le bien commun. Le bien commun, c'est le bien de chaque personne individuellement, c'est le bien des familles, puisque je suis aussi les représentants des familles, pour qu'il n'y ait pas de malades dans la famille. Or, aujourd'hui, vous n'avez pas de famille dans laquelle vous ne trouvez pas des maladies auto-immunes, des cancers. Dans ma propre famille, une tumeur cérébrale, ça a duré 15 mois. 6 cancers prostatiques, 1 cancer du sein. Celui qui n'a pas écouté sur le cancer prostatique, il a rejoint l'au-delà. Les autres ont écouté. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut faire passer des messages pour l'avenir, pour vider les hôpitaux, pour vider les centres anticancéreux. Si on imaginait seulement la diminution de moitié du nombre de femmes atteintes de cancer du sein et d'hommes de cancer de la prostate, vous fermez la moitié des centres anticancéreux. Mais il ne faut pas le dire. Il ne faut pas donner tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a du pognon à gagner. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a des abus thérapeutiques. Or, ces abus thérapeutiques, aujourd'hui, les gens commencent à les sentir, commencent à dire, moi, je refuse ce traitement. Alors, je reçois énormément de mails. Je dis, non, madame, celui-là, il faut le faire. Celui-là, vous en avez vraiment besoin. Il faut le justifier. Celui-là, vous avez raison. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin que de la moitié. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous donner raison. Et vous direz ça à votre cancérologue. Ah oui, mais le cancérologue va m'appeler. Il m'a dit, dans le thésaurus, c'est ça. J'en ai rien à foutre du thésaurus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la patiente. C'est pas le thésaurus. Vous voyez? Donc, on est en face, aujourd'hui, d'une civilisation où se passent des choses nouvelles. Il y a des portes qui s'ouvrent. Et ces portes qui s'ouvrent, c'est le grand public qui est en train de les ouvrir. Et il ne faut pas croire que le grand public n'est pas capable de pousser ses portes un petit peu plus pour son bonheur, pour son bien commun. Alors les fruits, vous l'avez compris. Puis vous allez me dire, petit déjeuner, évidemment, il faut prendre un produit laitier. Non.
Pas du tout, pas obligé. Le yaourt, je vais vous dire quand est-ce que je le prescris. La veille du départ dans l'au-delà. Moi, le jour où ma femme m'offre un yaourt, je sais que le lendemain, j'ai ce qu'on appelle le syndrome des petites ailes. C'est comme ça qu'on dit à l'hôpital. On dit dans cette chambre, il y a un syndrome des petites ailes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir. Bon, on ne dit pas ça pour s'amuser, vous le comprenez bien. Mais pourquoi le yaourt, je dis la veille du départ dans l'au-delà? D'abord, vous n'avez plus besoin d'une cuillère pour le prendre. Vous avez remarqué qu'ils sont de plus en plus liquides. Quand vous allez en Martinique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que les gens sont addicts de sucre. Eh bien, les yaourts qui partent de France pour aller en Martinique, ils sont plus sucrés que ceux de métropole. Et quand j'ai dit ça sur les radios et les télés en Martinique, j'ai passé 6 jours à ne pas arrêter à rencontrer des gens, des radios, des télés et des conférences. Le jour de mon départ, les gens qui vendaient les yaourts, ils ont cassé les prix des 3/4 pour que les gens les achètent par 50. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans un yaourt? Dans un yaourt, il y a du lactose. Ose, c'est un sucre. Dans un yaourt, il y a du calcium. Mais on vous dit, madame, vous allez avoir de l'ostéoporose. Porose. Vous devez devenir poreux. Fauteuil roulant. Vous allez finir en poussière, ça c'est sûr, de toute façon. Mais on vous promet que si vous ne prenez pas le traitement contre l'ostéoporose, ça va tourner mal. Tout ça, c'est de la foutaise. On vous fait un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie, qui est utile chez les patients qui ont des tumeurs des os, qui ont des pathologies osseuses que nous connaissons bien. Mais une femme normale comme vous êtes ici, et après c'était les hommes qui devaient passer à la casserole, eh bien, on vous fait faire une ostéodensitométrie. Alors on vous rend un papier, là vous avez du vert, ça veut dire que tout va bien. Il n'y a personne qui est dans le vert. C'est étonnant ça. Puis vous avez du jaune, de l'orange et du rouge. Et la plupart des gens sont entre l'orange et le rouge. Alors en bas il est écrit petite ostéopénie. Et une femme récemment me disait, mais docteur, que vient faire le pénis là-dedans? Je dis non madame, ostéopénie en grec ça veut dire une ossification un petit peu délicate. Mais j'ai des collègues rhumatologues, certains m'aiment et d'autres moins, mais j'en ai de plus en plus qui m'aiment parce qu'ils ont compris. Je leur dis, mais tu es vachement spirituel parce que tu vois des fractures invisibles. Mais comment tu fais pour voir des fractures invisibles? Ils me disent, mais elles sont très visibles. Je dis, mais attends, explique-moi. Ben, quelqu'un qui a mal au dos, il a à tous les coups une fracture invisible. Ah oui, d'accord. Et ça permet de prescrire des traitements. Alors qu'il faut vous dire, faites du vélo, sortez, bougez-vous. Restez pas le cul dans le fauteuil pendant 3h50 par jour. Quand vous pensez que les Américains, c'est 4h50 par jour de télé. Aussi, quand vous arrivez à New York, à Washington ou à Chicago, vous avez vu les portes au niveau des aéroports, comment ils les passent? Elles s'ouvrent extrêmement largement pour qu'ils puissent passer. Ils sont en obésité. 40% de la population là-bas, c'est quelque chose d'effroyable. Alors heureusement, la femme d'Obama a commencé à dire des choses tout à fait sensées. Elle a raison. Il faut leur changer leurs habitudes. Je dirais, il y a un marché absolument fabuleux pour l'agriculture française qui doit donner l'exemple aux autres agricultures du monde pour leur dire comment choisir les aliments, augmenter le végétal. Alors, je suis toujours au petit déjeuner. Et qu'est-ce que je prends au petit déjeuner? Du chocolat. Ah, vous prenez un chocolat au lait. Et oui, parce que le chocolat est lié au lait. Non. Alors récemment, on me disait à Bruxelles, vous prenez du chocolat, mais comment? Avec quoi? Ben dans l'eau. Du chocolat dans l'eau? Ben oui. C'est de la poudre de cacao, je touille ça. 70% concentré, bio. Et si je trouve un petit peu amer, j'ajoute un petit peu de miel. Mais comme tous les matins, et ça c'est l'avenir, je prends mon énergie vitale. Ça c'est mon petit secret, je vais vous le dire. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes dans les conférences. C'est clair. Quand vous informez une femme en France, vous en informez 500 d'un coup. Quand vous informez un mec, vous en informez la moitié d'un, sauf quand vous lui parlez de sexe, vous allez voir. Donc, je vous réserve, messieurs, pour la fin, une petite histoire, de façon à ce que vous restiez à l'écoute, n'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'effectivement, le produit laitier, oui, mais alors il faut le mastiquer, parce que vous avez des ratounes, parce que vous avez vos 6 glandes salivaires, et que si vous mastiquez pas, vous n'aurez pas assez de salive, et dans la salive, c'est pas de la flotte, la salive. La salive, ce sont des enzymes de la digestion. Déjà, amylase salivaire. Le bébé, il a de la lipase que nous, adultes, nous n'avons pas, parce qu'il est capable de digérer la lipase du lait de sa maman. Et le lait d'une maman, le matin, il est beaucoup plus gras que ce lait du soir, parce que le lait du soir, il faut qu'il s'endorme paisiblement, et donc il a un lait qui est plus léger dans le lait que la maman lui donne. Vous voyez? Tout ça, ce sont des choses extrêmement intéressantes. Alors,
Est-ce que je prends un produit laitier? Ben non. Bon, alors un petit bout de fromage que je vais mastiquer. Nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait. Si vous voyez une vache boire du lait, faites la photo. Elle a un problème. Ça s'appelle la vache folle. Nous sommes des mammifères et nous sommes les seuls mammifères adultes à boire du lait. C'est quand même incroyable. Mais c'est normal puisqu'il y a 24 milliards de litres de lait. 24 milliards de litres de lait tous les ans. Et ces 24 milliards, ils passent à ultra haute température. Ça veut dire qu'ils subissent un choc thermique de 130 à 140 degrés pendant 4 secondes. Mais moi, je me souviens que quand j'étais petit, ma maman, notre papa nous amenait à l'école avec les copains, avec les frères, les sœurs. On était une famille nombreuse. Mais avant d'arriver à l'école, on passait chez le vacher. Et puis, comme Perrette avec son pot au lait, n'est-ce pas? Eh bien, on avait le pot au lait. Et dès qu'on grandissait, on allait le chercher, ce pot au lait. Et puis, il nous laissait à l'école. Et papa revenait à la maison et on le faisait bouillir. Il y avait la crème épaisse, souvenez-vous? Mais la crème épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance dans le lait de la vache qui étaient détruits, qui étaient floculés, c'est-à-dire la floculation de cette partie du lait qui était très bouillie, parce qu'on faisait bouillir et ça demandait du temps, eh bien, faisait exploser les facteurs de croissance. Alors, voici les facteurs de croissance. Ça, c'est une molécule de soufre et ça, c'en est une autre. Et là, entre les deux, vous avez un pont. Et ce pont s'appelle un pont disulfure. Mais pour faire sauter ces ponts disulfure, excusez-moi, eh bien, il faut faire bouillir le lait. Quand vous donnez l'ultra haute température, pour des raisons que je comprends très bien, qui sont des raisons industrielles, c'est-à-dire un temps court pour obtenir un produit qui ne soit pas avec des germes, mais on ne vous dit pas que les vitamines, elles sont foutues en l'air, alors s'il en manque, on va en ajouter. Vous comprenez? Bon, eh bien, les ponts disulfure qui sont des facteurs de croissance, moi je les connais très bien. Pourquoi? Parce que les nouveaux traitements du cancer, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, ce sont des antifacteurs de croissance. Vous avez une tumeur dans votre estomac, ça peut arriver dans le pôle supérieur de l'estomac, qu'on appelle le GIST. GIST, ça veut dire Gastro-Intestinal Stromal Tumor. Bien. Cette tumeur peut être du volume d'une orange. C'est quand même important. Eh bien, si vous donnez un antifacteur de croissance, en 6 mois, cette orange devient un cacahuète. En volume. Et à ce moment-là, vous faites une opération en passant juste autour de cette zone tumorale, et la personne, vous la guérissez, alors qu'avant, quand on n'avait pas les facteurs de croissance, on vivait 1 an et demi, puis c'était foutu. Maintenant, on sauve les gens par des antifacteurs de croissance. Par contre, la chimiothérapie, la dame vous dit, docteur, j'ai une tumeur au sein, vous me donnez un traitement et mes cheveux tombent, mais mon cuir chevelu, il n'a pas de problème. Vous me donnez une chimiothérapie, mes globules blancs, vous me les fusillez. Et après, je fais des infections parce que j'ai pas assez, justement, de cellules pour mon système immunitaire. C'est complètement aberrant ce que vous faites. Elle a raison. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre la fin des chimiothérapies pour aller vers les antifacteurs de croissance. Mais si vous voulez avoir des facteurs de croissance, eh bien, mangez des antifacteurs de croissance. Mangez des facteurs de croissance. Ça veut dire que comme nous sommes dans les Pyrénées en famille avec les enfants et les petits-enfants, nous avons 6 enfants, 13 petits-enfants, eh bien, nous allons chez le vacher, on va traire la vache, et les enfants sont contents, et on fait bouillir le lait comme autrefois. Mais le problème, c'est qu'à Paris, à Montpellier ou ailleurs, la vache, vous ne l'avez plus dans le jardin. Donc vous allez au supermarché, vous avez le pack, n'est-ce pas? Et vous pouvez le laisser des jours et des semaines entières, il ne bouge pas. Et ça, c'est un véritable problème. Donc ça ne veut pas dire que je suis contre les produits laitiers. Ça veut dire que je demande et je vous conseille de choisir. Choisissez les petits animaux, la chèvre et la brebis. Pourquoi? Parce que le lait de la chèvre, il est pour le chevreau, parce que le lait de l'agneau, de la brebis, de la brebis, il est pour l'agneau, et que ces animaux sont plus petits que moi, plus petits que nous. Ils ont des petites articulations, ils ont un foie plus petit, ils ont un pancréas plus petit, etc. Donc, ils ne risquent pas de stimuler. Et en plus, et franchement, le fromage de chèvre, un petit crottin, quand vous avez ça dans le palais des saveurs, vous appelez un ballon de vin, un ballon de rouge, du Bordeaux, du Bourgogne, ce que vous voulez, et vous faites tourner ça d'une joue à l'autre, c'est un vrai plaisir. Quand vous avez un petit morceau de roquefort, de tome de brebis, c'est la totale. Alors que la vache qui pleure et qui rigole, une femme qui me dit, docteur, moi, vous savez, je prends du fromage à 0%. Madame, 0% de quoi? Ah, docteur, je vous assure, il y a écrit 0%. Mais madame, 0% de quoi? Elle ne sait pas. C'est pas écrit. Elle va pas prendre la loupe pour le lire. J'ose pas lui dire que je le vois, son 0%, dans ses fesses. Pourquoi? Parce que c'est plein de lactose. Et le lactose, comme le saccharose, comme le glucose, tout ce qui est en haut, sont des sucres. Alors,
imaginez que ça c'est 1 gramme et que ça c'est 1 gramme. Ça fait 2 grammes, n'est-ce pas? Est-ce que notre corps est capable de transformer 2 grammes en 1 gramme? Eh bien oui. C'est quand même extraordinaire. Notre corps est capable de transformer 2 grammes en 1 gramme de quelle façon? 1 gramme de sucre, c'est 4 calories. 2 grammes de sucre, c'est 8 calories. Si à ces 8 calories, j'ajoute une toute petite calorie, j'ai 9. C'est 1 gramme de gras. Et où je vais stocker mon gras? D'abord dans le foie. Figurez-vous que dans notre foie, nous avons un stockage de sucre à peu près pour une demi-semaine. Dans votre foie et dans vos muscles aussi à peu près une demi-semaine. Donc grosso modo, entre votre stockage de sucre dans le foie, sous forme de glycogène, et dans vos muscles, vous avez une semaine de sucre en réserve. Formidable. Vous voyez? Bon. Mais à partir du moment où vous avez cette réserve, si vous augmentez la réserve, eh bien à ce moment-là, le foie, il va transformer tout simplement le sucre en gras. Dites-moi, madame, pourquoi vous voulez que je voie le dossier de votre mari? Alors elle me dit, il est tout le temps fatigué. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Alors le mari qui est à côté vous dit, elle exagère. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, docteur, il se lève la nuit au moins 4 fois. Lui, tu exagères, c'est 2 fois. Oui, mais tu me réveilles 4 fois. Tout ça, c'est en consultation. Là, il faut une caméra, c'est fabuleux. Bon, docteur, vous pouvez voir le dossier de mon mari? Mais bien sûr, madame, avec plaisir. Alors, je tourne les pages. Ah, je dis, vous avez une belle prostate. Vous avez 100 cm3. Normalement, c'est 30. Donc, ça veut dire que vous avez peut-être 4 fois plus. Vous avez une prostate comme les veaux. Magnifique. Je comprends que vous leviez la nuit. Et je continue. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle a demandé un scanner ou une échographie. Et là, le monsieur, il dit, mais tu as bien vu qu'il n'y a rien, tu embêtes le docteur, il y a du monde qui attend à la consultation. Lui, il a lu la conclusion, il est fatigué. Donc, il a lu, il n'y a pas de tumeur. Vous voyez, il n'y a pas de tumeur. Elle a tout lu. Ça, c'est la femme. Messieurs, écoutez vos femmes. Je vous assure, elles ont raison à 99,5% des cas, gardez-vous 0,5. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lit tout. Et au stabilo jaune, elle vous souligne 2 mots, stéatose hépatique. Ça veut dire quoi, docteur? Ben, ça veut dire que votre mari, il a le foie gras. Alors là, il réagit, je ne suis pas une oie, docteur. Je dis, mais monsieur, vous faites mieux que les oies, parce que les oies, il faut les gaver. Vous, c'est whisky, biscuit. Monsieur est fatigué, un petit biscuit. Monsieur est fatigué, un petit whisky. Bon, peu importe. 1 gramme d'alcool, 7 calories. 1 gramme de sucre, 4 calories. 7 et 4, 11. Vous avez déjà 1 gramme de gras. Vous voyez comment notre corps peut faire du gras dans le foie. Et quand le foie est bien gras, moi j'aime bien le foie gras de l'oie, avec un petit sauterne à Noël. C'est super. Mais quand nous avons le foie gras, et c'est la pathologie hépatique, les hépatologues, là je leur en veux un peu parce qu'ils n'osent pas le dire, mais c'est la pathologie hépatique actuelle la plus fréquente. Le nombre de gens qui ont un foie gras, moi je le vois dans les aéroports. Je le vois dans les gares. Ils sont constipés, ils se traînent. Non, mais la constipation, ça se voit sur le visage. Moi, je vous dirai comment il faut faire. Vous les voyez aussi à la télé. Non, mais c'est effrayant. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une population qui est fatiguée. Quand vous êtes fatigué, vous êtes pessimiste. Quand vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas la pêche. Et donc, vous avez un pessimisme ambiant qui est en train de nous toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a de mauvaises habitudes alimentaires. Au-delà de toutes les raisons qui pourraient faire que nous serions pessimistes, il faut que nous changions ces habitudes. Donc, au petit déjeuner, je vais prendre une boisson et je vais en changer. Je ne prends pas tous les jours du chocolat. Il m'arrive de prendre un café. Il m'arrive de prendre du thé. Cet après-midi, dans le Thalys, en rentrant, j'ai pris un thé fabuleux, qui était un thé vert à la menthe. Je me suis régalé. Pourquoi? Parce que je stimule mon goût, je stimule mon odorat. Et avant de mettre mon petit sachet dans la petite théière, là, eh ben, je l'ai senti pour voir ce que ça sentait bon. Je me suis dit, j'ai pas d'Alzheimer, ça va. Donc je stimule mon goût, je stimule mon odorat. Vous voyez, je profite des choses que la nature me donne. C'est ça l'avenir. Et cet avenir, si je continue au petit déjeuner, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que vous allez prendre comme pain? Prenez une viennoiserie, un petit croissant. Non, ça c'est du beurre. Ça, c'est du beurre. Il faut remplacer le beurre. Par quoi? Par l'huile d'olive. Oui, mais je m'en fous plein les pantalons, docteur. Non, mais vous faites une coupelle, vous mettez de l'huile d'olive, vous la mettez au congélo. Le lendemain matin, elle est congelée. Vous grattez avec le couteau,
et vous mettez ça sur la tartine. Qu'elle soit pas trop chaude, sinon effectivement le pantalon va déguster. Mais là, vous allez beaucoup mieux digérer votre petit déjeuner, alors que votre beurre, il est bon au goût, mais ensuite il est lourd à digérer, et ça traîne dans la matinée, vous voyez. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, je ne suis pas pour supprimer le beurre, soyons bien clairs, mais ça veut dire que nous devons faire attention parce que c'est tellement bon qu'on a tendance à en prendre une et à en prendre une autre. Et alors le pain, ah ben le pain, c'est le pain de Monsanto. Ce pauvre Monsanto qui croit qu'il est l'avenir, avec des ingénieurs agronomes, félicitations, ils sont en costard 3 pièces. Alors ils sont allés voir les paysans. Ils sont allés voir les paysans dans tout notre beau pays de France. Et l'ingénieur arrive, voit le paysan, il dit, je suis ingénieur, agro, j'ai fait la grande école, etc. Là-bas tu as une haie, tu vois, tu vas la virer ta haie. Oui, mais c'est mon grand-père, arrière-grand-père, les aïeux qui avaient fait la haie à cause du vent pour le champ de blé, tout ça. Non, non, tu vires ta haie. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas avoir une récolte fabuleuse. Bon, alors, effectivement, il achète la semence, il a une première récolte fabuleuse. Allô, monsieur l'ingénieur, merci, j'ai eu une récolte extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Mais voyez bien qu'il faut nous écouter, nous les ingénieurs. L'année d'après, la récolte, c'est la moitié. Allô, monsieur l'ingénieur, il y a un problème. Hein. Et la récolte, c'est la moitié. Mais tu vois bien que tu es paysan. Tu m'as pas écouté. Je t'ai dit qu'il faut changer la semence tous les ans. Ah bon? Mais mon grand-père, il faisait pas comme ça. Lui, il passait dans le champ de blé, coupait les épis, récupérait les plus beaux, et il ressemait tout ça. Ça, c'est Monsanto. On est en train de manipuler les agriculteurs. Et un certain nombre se sont fait avoir. Parce que, effectivement, la récolte de l'année d'après, c'est la catastrophe. Et ce qu'ils veulent, c'est que vous rachetiez la semence. Le champ de blé, quand j'étais gosse, on pouvait se cacher dans un champ de blé parce que ça nous arrivait aux épaules. Maintenant, ils nous arrivent aux genoux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben, ils ont modifié génétiquement et ils ont pris tout simplement le gène du nanisme. Et ce gène du nanisme, il est destiné à raccourcir, tout simplement. Alors, j'étais fort inquiet pour le pain. Mais j'ai trouvé le bon pain. J'ai trouvé les bonnes semences. Les semences anciennes. Elles vont arriver à Paris, mais je vous le dis tout de suite, la première boulangerie 100% nature sera dans ma ville, excusez-moi, à Montpellier, parce que c'est une ville universitaire de santé, que nous avons dépassé les 900 ans, et qu'il est donc logique que nous commencions là-bas, puis après on fera des petits, on viendra à Paris. Et à ici, les Moulineaux. Bon. J'imagine que Moulineaux, ça voulait dire qu'il devait y avoir quelques moulins par ici, n'est-ce pas? Bon. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire repartir les semences anciennes. Et si vous allez à Cucugnan, vous ne trouverez pas le curé, mais vous trouverez le boulanger. Et le boulanger, il est la Trinité en une personne. Il est un paysan qui fait pousser les semences anciennes qui vous arrivent aux épaules. Magnifique, des champs de blé, avec du barbu du Roussillon, du rouge du Morvan, de l'engrais relictuel, du petit épeautre, du grand épeautre. Fabuleux. Quand vous êtes dans ce champ, vous imaginez déjà le pain que vous allez consommer. Ensuite, il a un moulin à meule de pierre et pas à meule métallique. Et vous avez une farine qui a une odeur qui vous rappelle évidemment ce pain qui va arriver, le champ dans lequel vous étiez, au milieu des coquelicots. Et puis ensuite, vous avez ce pain, cette énorme miche de pain qui sort d'un four à chaleur tombante. Il vous tarde de l'avoir dans le palais des saveurs. Et quand vous l'avez dans le palais des saveurs, vous vous régalez de le garder. Pourquoi? Parce que c'est bon, parce que ça vous fait du bien, parce que en mastiquant, vous allez couper le gluten et vous allez commencer à digérer le gluten, qui fait que, aujourd'hui, le gluten qui est la glu, c'est de la colle. Le gluten, si vous l'avez ici dans le palais des saveurs que vous mastiquez peu, ça arrive dans l'estomac n'est pas content. Il dit, mais alors qu'est-ce qui se passe là-haut? Ça n'a pas été mastiqué ce truc-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va y mettre le maximum d'acide. Il s'énerve. Donc ça bute sur le pylore qui ne s'ouvre pas. Et alors il y a un reflux acide. Docteur, j'ai un RGO. Ce n'est pas une marque de pâté, c'est un reflux gastro-œsophagien. Ça brûle. Et quand ça brûle pendant des années, un beau jour, on se tape un cancer du tiers inférieur de l'ésophage qui est lié à de mauvaises habitudes alimentaires. Vous comprenez? Alors que ce qu'il faut, c'est bien mastiquer là-haut, mais vous mastiquerez d'autant mieux que vous aurez des bonnes choses, car ce n'est pas votre estomac qui vous dit que le pain est bon, que la pomme est bonne, que le fromage est bon, c'est là que ça se passe. Donc il faut que nous prenions du temps pour manger. Mais vous allez me dire, il y a le problème de la cuisson. Alors mon épouse n'est pas là, mais elle vous donnerait une formation très intéressante, donc je vais un peu la piéger, la copier. Elle vous dirait, le temps que l'on passait autrefois à cuisiner, il faut le passer à manger.
Parce qu'autrefois, on faisait cuire longuement, les mamans étaient à la maison, préparaient tout ça longuement, il y avait des plats, ceci. Non, c'est fini. C'est la cuisson à la vapeur douce, et cette cuisson à la vapeur douce, un Chateaubriand, 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre, et il est prêt. Et vous allez vous régaler dans votre palais des saveurs. Et vous allez vous régaler de le mastiquer parce qu'il est chaud à point, parce qu'il est succulent. Et puis, vous allez évidemment associer des légumes et des légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est quoi? Ben, les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots. Alors, j'arrive presque à la fin de ma conférence, et puis il y aura beaucoup de questions. Messieurs, je pense à vous tout de suite. Voilà, ça, vous allez le retenir. Figurez-vous que nous avons 6 enfants, donc on a une fille qui est historienne. Elle sait tout de son père et de sa mère, tout. Bon. Donc, quand elle m'appelle pour m'apprendre quelque chose, c'est que je ne sais pas. Elle m'appelle, papa, est-ce que tu sais ça? Dis-moi vite, ma chérie, dis-moi vite, c'est quoi? Eh bien, figure-toi qu'il y a en Tchécoslovaquie ou en Hongrie un conte. Je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Perrault, vous voyez, un conte de par là-bas, quoi. Non, pas du tout. Elle me dit le mari de la comtesse. Et alors? Papa, figure-toi que le mari de la comtesse, là-bas, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Quoi? Répète. Elle me répète. Je dis, mais comment il faisait? Papa, il prenait des pois chiches al dente. Pois chiches al dente, je suis allé voir ma femme. Je dis, chérie, on mange pas assez de pois chiches à la maison. Alors on a réfléchi ensemble. Pourquoi? Parce que les pois chiches al dente sont des pois chiches qui sont comme des noisettes, craquants quand vous les avez dans le palais des saveurs. Et quand vous avez une bonne poignée de pois chiches dans le palais des saveurs qui a été cuit 5 minutes sur le cuit-vapeur, je vois qu'il prend des notes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, quand vous avez ça, vous fermez les yeux et vous avez tous les arômes, toutes les phytohormones, vous avez le goût, vous vous régalez. Et en plus, quand vous pensez ce que ça va faire, quand vous pensez que la comtesse en prend autant que vous y ajoutez un peu d'huile d'olive, un peu de menthe, un peu de persil, plein de calcium, mais c'est fabuleux. Monsieur le maire a ici les Moulineaux, dans 8 jours, il n'y aura plus un pois chiche à vendre, j'en suis sûr. Mais c'est le Viagra végétal. Alors que vous savez qu'avec le Viagra, vous trouvez des gens de 55 ans qui se retrouvent tout d'un coup avec une canne blanche parce que ça leur fait péter la rétine. Il vaut mieux manger les pois chiches, croyez-moi. C'est sans danger. Alors à la sortie, les hommes me disent toujours, mais docteur, vous en prenez combien, vous, des pois chiches? Ah ben 2 fois par semaine, sérieux, bien sûr. Et quand on va au restaurant, on dit, faites attention qu'ils soient vraiment al dente. Et ma femme, parfois, m'a dit, tu sais, je vais te les faire germer. Ah, là, c'est la totale. Parce que quand ils germent, ils vous montrent qu'ils sont vivants. Et quand vous faites silence dans une cuisine où vous avez des pois chiches qui sont en train de germer, eh ben, ils se mettent à parler. Oh, ils ne parlent pas votre langue. Et vous entendez un petit clic, un petit clic, un petit clic. Et ces petits clics, c'est que vous avez le germe qui sort. Et là, vous avez plus de phytohormones qui vont aller chatouiller les testicules du maître, du comte, et qui vont chatouiller les ovaires de la comtesse. Vous voyez? Et ça vous fait une harmonie. C'est pour ça que je suis à fond pour la famille. Cette harmonie, elle commence évidemment par le papa et la maman, quel que soit l'âge. Il ne faut pas considérer que parce que, vous voyez, le plus bel écart que j'ai vu, je ne peux pas donner le nom, mais ce nom est fabuleux, c'est un homme de 92 ans qui voulait avoir un héritier. 92 balais. Sa femme en avait 49. J'ai fait faire un bilan à sa femme pour voir si vraiment la ménopause était là ou pas. Elle n'y était pas encore. Mais avec une petite indiscrétion, un petit peu comme ça dans le cabinet médical, vous dites à la dame, mais 92 ans, possible? Possible? En anglais? Possible? Je dis oui, bien sûr. À 92? Oh, quel espoir! Extraordinaire! Voilà. Je dis, mais vous ne pouvez pas avoir un bébé parce qu'il me semble que je vous ai opéré. Il me semble que l'utérus, il y a quelques années, j'ai dû l'enlever. Oui, mais à 92 ans, la vue n'est pas terrible. Alors, on ne voit pas trop la cicatrice, c'est pas le problème. Mais l'amour reste toujours possible. C'est pour ça que mon dernier bouquin sera L'amour toujours, entre 70 et 100 ans. J'ai commencé à 4 ans et j'irai jusqu'au bout. Quand je serai à 100 ans, on verra pour 120. Bon, alors, ce que je voudrais que vous reteniez dans tout ça, c'est que vous allez forcer sur les produits végétaux. Vous allez réduire les produits animaux en gardant une portion par jour de chèvre ou de brebis. Vous allez arroser tout ça avec de l'huile d'olive et pas trop la faire cuire. Parce que si vous faites cuire ou chauffer l'huile d'olive, arrivez à son point de fusion qu'on appelle le point de fumée de l'huile. Si vous approchez les yeux, ça va vous faire pleurer. C'est dommage. Parce que ce point de fumée de l'huile, c'est les acroléines, celles que les CRS connaissent bien quand ils font pchit sur notre visage pour nous faire reculer. Ce sont des acroléines, tout simplement, c'est pas autre chose. Donc l'huile d'olive, vierge, première, pression à froid. Et puis des oméga 3.
Les oméga 3, ah, je vais chez le pharmacien, j'achète mes pilules. Mais non. Vous allez prendre du poisson et des fruits de mer. Ah oui, mais docteur, les poissons, ils sont pollués. Non, ça, c'est les émissions de poissons qui vous disent que c'est pollué. Elles sont sponsorisées par les viandes. C'est tout. Donc, le poisson, il faut savoir le faire cuire. Cuisson à la vapeur douce. Comme je l'expliquais à Michel Drucker, c'est un cuit-vapeur. Vous pouvez le retrouver, Sophie Marceau, Drucker et ma pomme, vous me trouverez. Et là, je lui explique, c'est un seul étage. Alors un jour, une dame me dit, mais moi, docteur, j'ai un cuit-vapeur à la fête des mères, mon mari, il m'en a offert à 3 étages. Ma voisine n'en a qu'un seul. Elle voulait me dire qu'elle était aimée 3 fois plus par son mari que la voisine par le sien, n'est-ce pas? Alors je dis, madame, mais quand l'été, vous avez des petits-enfants qui viennent en vacances, que vous avez 3 garçons, et que vous avez, pour leur proposer des lits superposés, il y en a un qui pisse au lit, vous le mettez où? Elle réfléchit, elle me dit, je le mets en bas, celui-là. Ben oui, sinon il arrose ses frères. Eh bien, madame, avec votre cuit-vapeur à 3 étages, le 3, il pisse sur le 2, le 2 sur le 1. Ah bon? Et qu'est-ce que je fais des 2 étages? Passez-les à la voisine, madame. Bon, elle a pigé. Avec la cuisson à la vapeur douce, vous avez une cuisson idéale qui ne dépasse pas 95 degrés. Il faut que le couvercle soit légèrement bombé vers le haut pour le soulever, parce que s'il est plat, eh bien, la vapeur d'eau tape sur votre couvercle, c'est un peu de la physique, et les gouttelettes d'eau tombent sur votre poulet, il est bouilli. C'est bon pour les Anglaises, les Anglais. Là-bas, il y a un palais avec une reine. Vous avez mangé déjà dans ces pays? Non, c'est à Qatar. Alors que chez nous, on peut avoir des choses tellement bonnes dans toutes les régions, de tous les terroirs. On a absolument tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Donc, poisson 2 fois à 3 fois par semaine. 2 fois à 3 fois par semaine. Je vais pousser beaucoup, voyez-vous, l'aquaculture. Quand vous pensez que on peut créer à peu près 50 000 emplois d'aquaculture en Corse. Les Corses, ils ont oublié qu'ils sont entourés d'eau. Il faut parfois un peu les pousser. Mais si on leur dit qu'ils vont gagner pour bien leur croûte, et qu'ils nous font du poisson pour notre métropole et pour leur propre île, eh bien nous allons manger, nous les Français, 2 à 3 fois plus de poissons dans les 10 à 15 ans qui viennent. Voilà l'avenir. Ce n'est pas simplement le poisson rose, vous voyez ce que je veux dire, qui nous arrive de Norvège et tout ça. Il n'y a pas toujours de la peinture, mais enfin quand même, hein, ils nous exploitent bien, quoi. On a tout ce qu'il faut chez nous, bien sûr. Donc il y a dans les mers, et il faut virer les Chinois qui n'ont rien à foutre dans nos eaux territoriales, et il faut que nous mangions des poissons de notre belle Méditerranée, de nos océans, nous avons tout ce qu'il faut. Et en plus, une aquaculture en plus, bien sûr. Donc, poissons, fruits de mer, viande rouge, oui, un bon steak par semaine, un bon charolais, mais pas tous les jours. Vous avez remarqué que les tranches de jambon, ça se vend par 3. Or, 3 ne se divise pas par 2. Donc, ça veut dire que madame en prend 3 et monsieur en prend 3. C'est l'objectif. C'est du marketing. Eh bien, il faut faire attention. Je ne suis pas contre le marketing, mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des consommateurs. Nous devons être des acteurs et non pas des consommateurs. Voyez. Donc, on doit faire comprendre à cela. De la même façon que, ah, docteur, je n'arrive pas à m'endormir alors que je suis allé chez le pharmacien, il m'a donné un somnifère. Et quand vous sortez de votre sommeil, vous êtes dans le coltard. Exactement comme les gens qui sortent d'une anesthésie générale, ils ne savent pas très bien où ils sont. C'est un peu la même chose. Alors, vous avez une petite anxiété, anxiolytique. Une petite déprime, antidépresseur. Vous ne dormez pas bien, un somnifère. Si vous allez à Montpellier, je ne sais pas ici, bien que j'ai connu un peu quand même, pendant 5 ans, j'étais à l'Institut Curie. Vous allez dans une maison de retraite à Montpellier, on vous offre un plumier. Vous êtes un pensionnaire. Donc, PANCU, pensionnaire, on vous offre un plumier. Ça vous rappelle l'enfance, n'est-ce pas? Vous mettez les crayons. Mais là, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, 8h, 10h, midi. Alors, vous en avez pour entendre, vous en avez pour voir, vous en avez pour l'abdomen, pour les hémorroïdes, il y en a pour tout. Bon, des médicaments partout. Et si la petite fille ou le fiston n'a pas appelé à 8h du soir, alors la mémé ou le pépé, il pleure parce qu'il ne m'aime pas, il m'a pas téléphoné. Ah, vous êtes anxieux? Chut, anxiolytique. On augmente l'Alzheimer de 50%. Savez-vous que la femme française aujourd'hui est la femme du monde qui consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques? Mais c'est notre faute à nous les mecs. Mais oui, mesdames, c'est pas votre faute. C'est qu'on ne s'occupe pas bien de vous. 1, on ne vous écoute pas assez. 2, arrivé à un certain âge, on considère que vous êtes ménopausé. Voilà. Ménopausé, alors il y a des femmes ménopausées qui disent, ben ouais, je suis ménopausée, ça veut dire que la jeunesse est passée. Mais non, c'est le moment de s'épanouir, madame, bougez-vous. Il faut toucher un petit peu le petit mari. Si vous ne le stimulez pas, il ne partira pas. Bien sûr. Alors s'il a un cancer prostatique, évidemment, aujourd'hui on opère 22 000 nouveaux cas de cancer de la prostate par an en France, il faut en opérer 0. C'est que du business. Et récemment, dans le Figaro, vous avez une page entière, ils vous disent qu'il vaut mieux surveiller
Ça y est, ils sont en train de dire ce que j'ai dit depuis 30 ans. Cancer prostatique, il ne faut pas opérer, il faut faire le soleil sur la prostate. Alors, ce n'est pas la lune en plein soleil, comprenez-moi bien. C'est la radiothérapie très bien ciblée. On a des machines. Je ne suis pas radiothérapeute, mais j'ai des collègues, je vois comment ils travaillent. C'est fabuleux. La prostate en 3 dimensions, les rayons là-dessus. Alors que si on vous opère, on vous dit je vous opère au robot, la zézette, elle monte plus beaucoup après. Les hommes, ils n'aiment pas ça du tout, croyez-moi. Alors on leur dit, ne vous inquiétez pas, vous avez le Cialis, vous avez le Viagra, maintenant vous piquez la zézette et puis ça va repartir. J'en ai vu un récemment, il arrivait, il marchait en canard, il baisse le pantalon, il avait une aubergine. Oui, oui, oui. Je dis, mon vieux, il faut prendre des bains de siège, bien tremper la zézette, ça va se dégonfler, mais il faudra du temps. Voilà le résultat. Donc ça veut dire que nous sommes dans une société, voyez, où notre santé, nous devons la prendre en main. Nous devons avoir un repas de midi avec de la salade toujours, et du soir avec de la salade toujours. Il faut une soupe le soir, avec des choses liquides et puis des choses à croquer. Il faut qu'il y ait évidemment des fruits tout au long de la journée, quand ça vous va bien. Que ce soit après le repas, avant le repas, au milieu du repas, peu m'importe. Ne lisez pas le livre qui donne des régimes nutritionnels en fonction de vos groupes sanguins. Bon, ma femme, elle est Rhésus positive, moi je suis Rhésus négative. Tous les gosses, ils ont des groupes différents. On va faire des repas différents pour chacun d'entre eux. Ça va pas la tête ou quoi? Ben non. Tout ça, ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'il faut, c'est manger mieux et meilleur. Et manger mieux et meilleur, ça veut dire que ça doit avoir du goût. Que le végétal, il a du goût, mais avant de le manger, il faut que je le sente, que je stimule véritablement mon odorat. Et je réduirai les maladies auto-immunes, la fibromyalgie, le lupus érythémateux, la spondylarthrite ankylosante, les problèmes d'arthrite et d'arthralgie, les problèmes de sclérose en plaques, les problèmes d'Alzheimer et de Parkinson, qui sont, c'est officiel maintenant, des maladies auto-immunes. Auto-immune, auto, c'est moi, immunité de ma protection. Et quand j'ai une maladie auto-immune, ça veut dire que j'ai bousillé mon immunité d'une façon ou d'une autre. Mais vous pouvez toujours la faire repartir. Donc, jamais se décourager. Jamais se décourager. Vous voyez, qu'on ait eu un cancer, qu'on ait eu une fibromyalgie, qu'on ait eu un problème, il faut faire attention. La première des choses à faire, mais le problème c'est que les médecins, on ne leur apprend pas, parce qu'on leur apprend le régime du goutteux, du diabétique, de l'hypertendu, de l'obèse, qu'on suit quelques mois et puis ça ne tient pas. Vous connaissez Ducamp, je l'appelle Ducon. Ducon. Voilà. Quand j'ai dit ça à Drucker, il dit oulala, on va le lui dire. Après, en sortant, ils m'ont dit ils vont couper ça. À l'émission, j'ai dit non, coupez pas, parce que c'est la vérité. Et que s'il y a un procès, TF1 gagnera. Ils l'ont pas coupé. Ça veut dire, vous savez, là-bas, ils ont des avocats, ils vérifient tout. Hein. Donc le Ducon, d'ailleurs, il a été radié du Conseil de l'Ordre. Je vous rappelle que moi, on fait croire que je suis radié du Conseil de l'Ordre. Je ne suis pas du tout radié du Conseil de l'Ordre. Récemment, je voyais un de mes collègues du Conseil de l'Ordre, 2 ensemble à Paris, on prenait un café, commence à m'engueuler sur les vaccins. Je dis, mes chers collègues, je suis très content de vous entendre. Mais vous dites que je suis contre les vaccins, vous n'avez pas lu la pétition. Il faut la lire, mon gars. Et où elle est la pétition? Elle est sur ton portable. Elle est sur ton portable. Tu vas sur Safari, et puis tu tapes au bon endroit, pétition, tu vas la trouver. Alors ils ont lu la pétition. Elle dit, mais merde, c'est ce qu'on m'avait pas dit. On me l'avait pas dit. Ben oui, il ne te reste plus qu'à la signer. Je t'oblige pas. On est à 1 million, et on a dépassé. Bon, ça veut dire, vous voyez, qu'il ne faut pas se décourager. Il faut être extrêmement positif. Vous avez compris que je suis extrêmement positif et en même temps passionné par l'humain. Passionné par l'humain. Depuis le tout petit jusqu'aux personnes âgées, tout me passionne. Alors que de jouer aux cartes, au poker, tout ça, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse beaucoup à Napoléon III, Napoléon Ier, bon, pour voir un peu quels sont les Napoléons qui vont arriver. Pour l'instant, c'est pas terrible, bon. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une énorme confiance en vous. Vous voyez, une énorme confiance en vous, parce que je sens que les messages, ça passe. Alors maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez arriver à tout changer. Faites progressivement, avec humilité, avec le sourire, et vous allez y arriver progressivement, et vous vous sentirez de mieux en mieux. Ce n'est pas si compliqué que ça, comme disait Hippocrate. Que ton aliment soit ton médicament. Et Hippocrate, c'était 500 ans avant notre ère, donc 2016 en arrière, plus 500 ans derrière. Et aujourd'hui, c'est démontré par l'INSEM, le CNRS et tous les chercheurs, et tant mieux. Ils sont en train de démontrer ce qu'un homme, avec son intelligence, avec la comparaison entre le bien portant et le malade, était capable de dire. Et Jean Rostand, célèbre biologique dans les années 60, il disait « Il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance ». C'est pour ça que je préfère de très loin aller au resto qu'à l'hosto. Voilà.
vous avez invité le public à vous poser des questions. Donc je salue à mes côtés la présence de Jean-Louis Marzorati, de notre partenaire Oui Demain, mais comme il a senti que vous aviez beaucoup de choses et beaucoup de questions à poser, il vous cède la parole. Donc n'hésitez pas. Qui veut poser la première question sur les pois chiches, les pommes au four Madame, allez-y. Alors, on va... Attendez, madame. Voilà. En fait, vous avez dit que les pois chiches, en 5 minutes, ils étaient cuits. C'est fou. Alors, comment vous faites? Expliquez-moi, parce que moi, je les fais tremper. Oui, alors très bien. Bonne question. Je les fais tremper, ils peuvent tremper 24 heures. Je vois que vous aimez votre mari, madame, je vous félicite. Hein. J'ai pas de mari, et puis j'ai Bon, pas... enfin, le compagnon. Bon, d'accord, j'allais rigoler avec le reste, mais bon. Non, en fait, dites-moi comment vous faites. Alors, je vous explique. Voilà. Vous faites tremper vos pois chiches comme on faisait autrefois. Le lendemain matin, vous avez décidé que vous allez les manger au repas de midi, ou de midi et demi ou d'1 heure. Bon, eh bien, peu de temps avant, vous les mettez sur votre cuit-vapeur, 3 minutes. 3 minutes, tranquillement. Ils ne passeront pas à travers les trous, parce qu'ils sont de la grosseur des trous, donc ils ne peuvent pas passer, si vous voulez. Vous les mettez 3 minutes, ils sont al dente. Vous servez ça à votre mari, vous servez ça à vous-même, vous ajoutez de l'huile d'olive, un peu de persil, un peu de menthe, à genoux. Vous allez vous régaler. Je fais déjà tout ça. Ah, vous le saviez déjà? Ça fait plusieurs années, sans avoir lu votre livre. Vous êtes une coquine, vous, hein? Vous le saviez déjà, hein? Non, mais exactement comme vous avez dit, mais j'ai été très poussée par ma fille qui n'a pas pu venir ce soir et qui voulait faire une intervention parce que vraiment, elle se reconstruit tout son corps, tout, et elle me parle de vraiment qu'elle veut vivre jusqu'à 90 ans. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, madame. rapidement, pour que Oui, en ce alors, qui concerne... alors, voilà, c'est madame. Pardon. En ce qui concerne les fruits et les légumes qui peuvent être mangés cuits ou crus, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le cuit ou le cru? Non, non. Alors, attention, je ne dis plus le cru parce qu'on a dit que j'étais, ce qu'il faut, crudivoriste. Et les crudivoristes, c'est une secte excessive, macrobiotique, tout ce que vous voudrez. Non, je dis plus cru, je dis frais. Quand vous mangez une pomme, vous la mangez, vous la frottez un peu. Si vous savez qu'elle n'est pas bio, par exemple, et que vous la réservez pour le petit déjeuner de demain matin, je vous conseille de la mettre dans l'eau ce soir, quand vous allez faire dodo. Et pendant que vous allez dormir, eh bien, elle va travailler, elle va libérer 80% des pesticides qu'elle a dans sa peau. Le lendemain matin, vous la frottez, vous la croquez, vous vous régalez avec sa peau. Alors vous dites, oui, mais je prends 20% de pesticides. Exact. Mais le week-end, vous allez faire du vélo. Vous allez vous bouger, vous allez transpirer. Et là, je n'ai peut-être pas assez insisté, mais je le dis maintenant, l'activité physique est absolument essentielle. Ça veut dire que nous devons avoir une activité physique minimum 2 fois par semaine qui nous fait transpirer. Donc vous comprendrez pourquoi, pour l'anniversaire de mon épouse, qui arrivait à 65 ans, je lui ai dit, chérie, je t'offre le Ventoux en vélo. Elle me regarde, dans le blanc des yeux, hein. Elle me dit, pour mon anniversaire, tu m'offres le Ventoux en vélo? Je dis, oui chérie, tu vas avoir des souvenirs. Elle l'a fait avec moi. J'ai un peu attendu. Mais en 3 heures, 3 heures et quart, on y est arrivé. Le bonheur absolu. On a évacué toutes les cochonneries qu'on peut respirer, etc., de l'environnement ou qu'on peut manger sans le savoir. Et ensuite, l'omelette du Ventoux, le rosé du Ventoux, je ne vous dis pas les champignons, etc. Bon, 15 jours après, je lui ai offert, comme on fait toujours, un petit truc, elle ne s'en souvient même pas. Mais le Ventoux, elle s'en souvient. Hein. Ça, je me promets. Donc l'activité physique est absolument essentielle. Alors pour revenir à votre question, les légumes, si vous n'allez pas faire cuire vos salades, même les épinards, on a tort de les faire cuire. On a tort. Il faut les mastiquer longuement. Et si vous les mastiquez longuement, sachez une chose, c'est le calcium végétal que vous avez dans les fruits, dans les légumes, les amandes, les noisettes, les noix, les épinards, etc. Ce calcium végétal est absorbé par votre tube digestif jusqu'à 75% si vous mastiquez. Si vous ne mastiquez pas, vous allez faire des phytates, ça va vous esquinter votre intestin. Mais si vous mastiquez bien, absorption 75%. Par contre, le produit laitier animal, du yaya, du fromage, du ce que vous voudrez, il est absorbé. Danone dit 40%, mensonge 25%. 25%. Ça veut dire que normalement, vous avez les 3/4 qui foutent le camp dans les déchets. Mais alors, comme nous avons de la porosité intestinale, l'intestin poreux, eh bien, ça c'est une cellule intestinale, ça en est une autre. Elles sont collées les unes aux autres par des jonctions qu'on appelle des jonctions serrées. Quand vous avez de l'inflammation, la jonction se dessert. Et quand la jonction se dessert, il va passer du calcium qui devait aller à l'extérieur, mais qui va passer. Alors où il va? Il va sur l'os. Il va à votre fémur, il salue le fémur. Salut fémur, comment vas-tu?
L'autre dit, qu'est-ce que tu viens faire? Ben, je suis calcium, je viens de consolider, mon ami. Et le fémur répond, je suis un squelette qui bouge. J'ai une activité physique, dégage. Pas besoin de toi. Alors il va où? Sur le cartilage articulaire. Cox, arthrose, gonarthrose. Problème. Microcalcification du sein. Maintenant, on trouve des microcalcifications sur notre prostate. Inflammation. Inflammation égale cancer. On sait maintenant que le calcium en excès, écoutez-moi bien, il passe la barrière hémato-méningée, c'est-à-dire la barrière entre la méninge et le sang, il arrive au cerveau, et là, c'est un interrupteur. J'ai décidé de prendre cette bouteille ici qui est devant moi. Je décide, avant même que j'ai fini de dire ma phrase, je l'ai prise. Imaginez que je décide de prendre la bouteille et mon bras n'obéit pas. Je prends avec la main gauche. Mais je suis quand même inquiet, hein. Mon bras n'obéit pas. Ça me rappelle une dame qui faisait une sclérose en plaques, qui était prof de gymnastique, qui disait, je courais avec mes enfants au bord de la plage, et tout d'un coup, ma jambe n'obéit plus. Ma jambe n'obéit plus. Donc imaginez, c'est quoi? Ça veut dire que la décision qui est prise là-haut, tout d'un coup, vous avez la fibre nerveuse qui descend pour aller faire bouger le bras, l'avant-bras, la main, etc. Eh bien, l'influx ne passe pas. Et l'influx ne passe pas parce que excès de produits laitiers. Seulement ça, évidemment, c'est pas ce que les lobbies des produits laitiers qui vont vous le dire. Nous en consommons trop. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en consommer, attention. Je dis qu'il faut prendre plus d'amandes, de noisettes, de fruits, de légumes, des fruits secs et des fruits frais, mais qu'au niveau des produits laitiers, régalons-nous avec un bon fromage d'un petit animal, chèvre et brebis, qui a beaucoup de calcium aussi. Mais comme j'en prendrai qu'une portion par jour suffit. Il y a eu des études qui montrent qu'au-delà d'une portion, on commence les pathologies. Or, on vous propose 3 dans le plan national de nutrition santé. Et qui le paye? Question suivante, madame là-bas. Je ne vous entends pas, madame. Vous avez évoqué les modifications du lait de la mère et pourriez-vous nous dire quelques mots sur la chronobiologie et les excès, les bouquins aberrants qui ont été produits sur le sujet, et aussi un petit peu sur l'équilibre acido-basique, s'il vous plaît? Chose concernant les livres qui concernent la chronobiologie, je vous dis faites très attention parce que on va vous offrir un chronomètre pour manger à telle heure, sonner ceci, sonner cela, c'est excessif. Par contre, c'est vrai que vous avez des personnes qui supporteront mieux le fruit entre les repas qu'au moment du repas. Eh bien, très bien. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux le supporter n'importe quelle heure de la journée, mais une autre personne le préférera au milieu de la journée ou à la fin du repas, peu importe. Donc, je ne mets pas de chronobiologie là-dedans. Par contre, en thérapeutique, nous, en tant que médecins, si par exemple je dois prescrire de la cortisone à une personne, ça nous arrive assez souvent contre inflammation, diminution d'édème, il ne faut jamais prescrire la cortisone le soir, sinon vous ne dormez pas. Vous voyez, là, on est en pleine chronothérapie. Vous voyez, chronobiologie thérapeutique. Mais la chronobiologie de la nutrition, non. Maintenant, il est évident que je ne vais pas vous conseiller de vous lever la nuit pour vous nourrir. Je vais vous conseiller de bien dormir. Et pour dormir, je vais vous conseiller un demi-carré de chocolat, elle note, hein, entre la gencive et la joue. Et quand vous vous endormez, moi j'ai sur ma table de nuit ou du miel ou du chocolat et souvent les deux. Vous voyez? Bon. Et qu'est-ce que je prends? Je prends mon demi-carré de chocolat, je le prends et je le mets entre la gencive et la joue. Parfois, c'est tellement bon que j'en mets 2, un de chaque côté. Et puis, mon palais des saveurs est envahi par le goût du chocolat et l'odeur du chocolat, parce qu'avant, je le sens, et puis ça traverse le nasopharynx, et là, je m'endors comme un bébé. Bon. Et ceux qui n'aiment pas le chocolat, ce que je peux comprendre, mais pas au lait, hein, c'est un chocolat 70-80% concentré et noir. Bon, ceux qui n'aiment pas, je leur dis miel. Mais ce n'est pas une cuillerée à soupe de miel, c'est une cuillerée à moka, une cuillerée, un peu plus qu'une cuillerée à café, que vous mettez sous la langue, dans le creux sous la langue. J'avais une secrétaire comme ça, ah, monsieur Joyeux, je tape votre courrier, et j'ai vu que vous donnez des conseils aux gens pour dormir. Et moi, j'y arrive pas, elle me dit, je dis, mais vous n'avez pas un petit mari? Non, il s'est barré, quel con. Bon, enfin, ça c'est comme ça. Je lui ai dit, écoutez, le miel. Faites le miel, mais ça ne va pas marcher avant 10-15 jours. Mais faites-le sérieusement. Et je ne sais plus, c'était à 8 jours, 10 jours, 2 jours, elle m'appelle et elle me dit, bah écoutez, j'ai fait ma première nuit comme un bébé, vous savez, où la maman me dit, bébé a fait sa nuit complète. Voilà. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous. Vous voyez? Et ça va être les traitements. Alors, la deuxième question que vous avez posée était importante. Il y avait la chrono et... Oui, alors l'équilibre acido-basique. Alors attention, quand vous prenez un citron, vous vous dites, il est acide, le goût. D'accord? On peut dire, beaucoup de gens disent, c'est acide, le goût est acide. En réalité, c'est alcalinisant. Vous voyez? Tous les produits animaux sans exception, sont acidifiants.
le poisson le poisson et fruits de mer étant les moins acidifiants par rapport à la viande rouge et par rapport aux produits laitiers. Par contre, tous les produits végétaux sont alcalinisants. Or, quand nous avons un cancer, quand nous avons une maladie auto-immune, c'est que nous avons une acidémie. Quand je dis acidémie, je prends le terme de glycémie. Vous savez, taux du sucre dans le sang, c'est le taux d'acidémie. Je prépare un livre avec un collègue allemand là-dessus, justement sur cet équilibre acido-basique. Et nous allons, je pense que le titre que je propose à mon collègue allemand pour la partie française, ça serait Vitalité, votre vitalité, et en sous-titre l'équilibre acido-basique. Parce qu'il y a énormément de questions comme vous, mais je vois que vous en savez un bout, puisque quand je dis que le citron est acide, vous dites non, donc c'est très bien. Très bien. Question suivante. Alors, on va vous apporter un micro. Vous parlez fort. Non, il faut un micro parce que vous êtes filmé. Vous ne le savez pas, mais cette conférence sera visible sur le site internet de la ville. Et il faut qu'on puisse Vous allez être sur entendre. YouTube. Peut-être aussi. Génial. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc j'ai juste une petite question, peut-être du coup ça me concerne un petit peu plus, mais est-ce que vous avez eu déjà des retours sur une sorte d'aversion d'une maladie type hyperthyroïdie, type Hashimoto, qui est donc une maladie auto-immune, et en suivant un peu ce traitement à la lettre, en ayant vraiment supprimé enfin, tout ce qui est viande et tout ça, enfin pas supprimé, mais vraiment réduit. Est-ce que vous avez vu des retours, vous, qui ont été convaincants? Parce que moi, bon, ça fait du coup une vingtaine d'années, il n'y a pas eu de retour. Votre question est très pertinente, mais dans la maladie de Hashimoto, qui est une thyroïdite, c'est une inflammation de la thyroïde qui fait que votre thyroïde va être détruite par vous-même. C'est-à-dire, il faut bien voir les choses. Maladie auto-immune. C'est-à-dire que vous avez des anticorps antithyroïdiens. C'est quand même aberrant qu'on a une thyroïde qui est faite pour notre équilibre au niveau thermique, pour beaucoup de choses très importantes avec les hormones thyroïdiennes, et on se flingue la thyroïde. Par quoi? Produits laitiers, monsieur. Produits laitiers. En excès. Produits laitiers en excès. Bon, alors... Est-ce que l'inversion de ce processus est possible, du coup, alors, en attendez, ayant supprimé depuis 10 ans? Oui, je vous explique. Vous demandez à la personne combien vous prenez de lévothyrox, puisqu'on va mettre la thyroïde au repos en donnant un traitement substitutif. Ce traitement substitutif, c'est une hormone thyroïdienne qui est la 4e, il y a la T4, T3, bon, elle s'appelle le lévothyrox, c'est le nom du médicament, et vous donnez, si vous êtes un adulte, homme ou femme, il vous faut à peu près 150 microgrammes de lévothyrox, 150. Bon, ça veut dire que là, votre thyroïde est au repos. Mais ce qu'il faut faire, et ça les endocrinos ne le font pas suffisamment, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand on va voir baisser votre taux d'anticorps antithyroïdiens, quand vous commencez à baisser, il faut commencer à baisser le lévothyrox pour laisser repartir la thyroïde. Si vous la mettez au repos complètement pendant 10 ans, elle ne repartira jamais. Et si les TPO sont toujours aussi élevés? Alors, ça dépend quand vous dites aussi élevé. Si vous êtes toujours aussi élevé, ça veut dire que vous n'avez pas changé encore suffisamment vos habitudes alimentaires. Il faut virer le gluten aussi. C'est fait. Bon, alors le gluten, c'est pain, pizza, pâtes, viennoiserie, biscuits. Tout ce qui est blé, bien sûr. Depuis combien de temps? Ça fait maintenant 4 ans. Ça fait 4 ans. Avec de temps en temps une prise de oui, d'accord. Mais jamais de sandwich. Vous avez viré les produits laitiers aussi? Tout à fait. Depuis maintenant 9-10 ans. Poisson et fruits de mer? Poisson, fruits de mer, ça c'est vous j'adore. qui avez fait la thyroïdite? C'est vous? Oui, tout à fait, c'est moi, oui. Le type Hashimoto, c'est moi. Et vous prenez 150? Je suis à 175 parce que là, du coup, j'avais une TSH qui était êtes encore à sportif. 40 et quelques. Oui, je fais 15 heures de sport par semaine. D'accord. Vous n'avez pas de goitre? Un gros goitre, Alors, attention, 6-3. vous avez un gros goitre. Un goitre et puis 3 nodules autour. Oui, et vous faites peut-être trop de sport. C'est bien de faire du sport. non, mais c'est bien de faire du sport, mais vous savez que des gens qui font des marathons, qui ne sont pas assez entraînés, peuvent faire des rectoragies. Vous savez que les très grands sportifs qui forcent trop leur machine physique font des scléroses latérales amyotrophiques. Footballeurs ou autres, qui en plus se droguent un peu pour pousser les muscles. C'est pas mon cas. Alors il faut que je vous donne mon adresse mail. Oui, je me permettrai de vous Voilà. voir dans ces cas-là en M'écrivez, consultation je vous et je vais pas répondrai. embêter Et vous mettez, le public plus longtemps. Vous mettez ici les Moulineaux, Hashimoto, je vous vois tout de suite. Merci Je vous beaucoup. répondrai. Avec plaisir. Merci. On est là. D'autres questions? Madame? La dame en bleu. Monsieur le professeur, vous avez parlé du beurre, mais que pensez-vous des produits de substitution, genre margarine, Proactif, fruits d'or? Saint-Hubert. Voilà. Laissez-le à Saint-Hubert. Les margarines ont été inventées du temps de Napoléon III. Et bon, c'était pas totalement idiot parce que c'était à partir de graisses végétales. Mais le problème, ce sont des graisses hydrogénées. Ça veut dire que vous avez des acides gras trans. Trans, ça veut dire que c'est pas bon pour nous, en 2 mots, si vous voulez. Donc que de temps en temps, vous en preniez. Mais si vous en reste, finissez le frigidaire. Vous finissez. Repassez à du vrai beurre. Ou alors, madame, l'huile d'olive dans la coupelle. Vous allez me bénir. Je vous promets.
Excellente question. Pas avec de l'huile d'olive, vous ne montrez pas votre cholestérol. Vous montez votre cholestérol avec le beurre. Vous voyez. Et à ce moment-là, on vous dit, et ça, les laboratoires biologie sont assez malins. Ils ont paramétré le taux de cholestérol normal à 2 grammes. C'est pas vrai, on peut monter à 3. Ce qui fait que si vous avez 2,10, on sent le toxin, vite, il faut prendre une statine. Vous comprenez? Je vais vous dire, madame, l'idéal, c'est d'avoir autour de 2,50. Et tant que vous êtes à moins de 3 grammes, vous ne risquez rien. Le problème, c'est de ne pas aller au-delà de 3 grammes. Et si jamais vous êtes à 3 grammes, vous inquiétez pas, mangez plus de végétal, plus de fruits et légumes. En 3 semaines, vous tombez de 3,10 à 2,80. Sans statine. Mais évidemment, les labos qui font le Taor, le Lipantil et autres, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit tous en hypercholestérolémie. Alors, suivez un de mes collègues que j'aime beaucoup, qui est un type remarquable et très honnête, c'est le docteur Michel Delorgeril. Il a écrit un livre récemment sur le sujet. Il est passé à la télé il n'y a pas très longtemps. Mais comme toujours, il est passé, puis il a eu les contradicteurs. Mais c'est pas grave, il y a toujours des contradicteurs. Ça ne me gêne pas. Récemment, je suis passé sur les produits laitiers en Belgique, et j'ai eu des contradicteurs, et le journaliste il a perturbé ce que j'ai dit. Il a coupé ce que j'ai dit en petits morceaux, ce qui fait que je lui ai fait un procès à RTBF, qui est une énorme télé en Belgique, et je peux vous dire, on a gagné. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un avocat le soir qui m'appelle à 10h du soir chez moi, un avocat belge, et qui me dit, voilà, monsieur Joyeux, hier vous êtes passé sur RTBF en Belgique sur les produits laitiers. Ah oui, mais c'est vrai, ils m'ont interviewé il y a 6 mois, je ne m'en souvenais plus. Bon, et alors, écoutez, ils ont dit des choses que vous dites jamais. Mais qui c'est qui l'a dit? C'est vous. Si vous coupez les choses et que vous les dites, d'accord? Alors il me dit, écoutez, je suis avocat, je suis prêt à vous défendre gratuitement. Attendez, si vous trouvez à Bruxelles ou à Paris un avocat qui vous défend gratuitement, vous m'appelez, hein? J'ai dit non, maître, d'abord envoyez-moi l'émission, que je regarde. J'ai vu l'émission, j'ai dit c'est les vrais salauds, on attaque. Il n'a pas voulu que je le paye. Nous avons gagné 10 000 euros. Évidemment, je n'ai rien gardé, hein. Je lui ai tout donné. Il méritait beaucoup plus. Mais croyez-moi que la télé, elle a fait attention. Et maintenant, quand je passe à la télé, je leur rappelle qu'en Belgique, je suis passé à la télé, mais j'aurais foutu un procès. Hein. Il faut faire ça aujourd'hui. Hein. Parce que vous avez des gens à la télé qui sont de véritables coquins. Ce n'est pas le journaliste en tant que tel. C'est les sponsors de l'émission. Pas pareil. Je commence à connaître la chanson, croyez-moi. Monsieur ou madame? Oui, oui, je vous vois. Parler des laits, parce que moi je prends des laits végétaux. Est-ce que ça va? Alors, par rapport lequel, madame? laitiers. Lait d'amande, lait d'avoine. Bravo. Pas de lait Mais de pas soja. Non. Alors, je vais vous dire, ça c'est très important parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de publicité, en particulier en Martinique et Guadeloupe, sur le soja. Dans le soja, il faut savoir une chose, c'est que le soja européen ou le soja américain n'est pas le soja asiatique. Que les Asiatiques, Japonais ou Chinois en consomment peu, mais ils en consomment, c'est vrai. Et nous, quand on a arrêté le traitement hormonal substitutif chez des femmes qui étaient après la ménopause, on les tenait un petit peu pour avoir un traitement. On leur a dit, madame, vous allez prendre des phytohormones à la place. Et beaucoup de femmes se sont mises au soja qu'on trouvait même en pharmacie, sous forme de gélules, etc. Danger. Le soja européen et le soja américain passent à ultra haute température. Le soja chinois ou asiatique, il y a une cuisson qui dure 3 heures, on vire la flotte dans laquelle il y a les facteurs de croissance et les phytohormones. J'ai vu ça, je suis allé à Shanghai, je l'ai vu de près. Et ce qui fait que le lait de soja, le yaourt de soja, là-bas, le tofu, pas de problème. En France, forte concentration de phytohormones, qui chez la femme risque d'augmenter le risque de récidive de cancer du sein, j'en ai vu, ou chez l'homme de cancer de la prostate, puisque l'homme a des enzymes qui sont des enzymes masculins, si vous voulez, donc qui vont stimuler la formation d'hormones masculines, et la femme a des enzymes pour le féminin, estrogène et progestérone. Mais il y a un lait que vous n'avez pas cité, que je vous recommande en particulier pour les enfants, qui est le lait de châtaigne. Vous savez, vous donnez à l'enfant, par exemple, qui est allergique aux protéines du lait de vache, la maman ne l'allaite plus parce qu'elle a passé le temps, etc. Bon, eh bien, vous lui donnez le matin du lait d'amande, excellent, avec assez de calcium, excellent pour sa santé, et le soir, vous lui donnerez plutôt châtaigne, parce que c'est plus léger, et ça va lui permettre de s'endormir plus paisiblement, de ne pas avoir une digestion trop lourde. Mais tous les laits végétaux, feu vert, sauf soja, jamais de lait de soja à un enfant qui n'a pas passé la puberté. J'ai vu une petite fille de 4 ans et demi, qui avait à 4 ans et demi une puberté précoce, avec des petits seins d'une gosse de 14. Alors je dis à la maman, j'espère, madame, que votre petit prend du lait de soja. Docteur, bien sûr, depuis sa naissance. Je dis, vous arrêtez tout de suite, hein.
Alors, on proposait une intervention à la gosse esthétique. J'ai dit, mais non, vous lui donnez un vêtement adapté, vous arrêtez tout ça et la puberté repartira à l'âge normal. Vous n'allez pas enquiquiner cet enfant. À 4 ans et demi. J'ai vu un gosse de 5 ans qui était poilu sur les bras comme son frère de 15, il était au soja aussi. Mais parce que là, chez le gosse garçon, ça stimule une puberté de garçon et chez la fille, une puberté de fille. Vous comprenez? Question. Monsieur. Bonsoir professeur, je voulais simplement savoir qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation des astronautes dans l'espace? Écoutez, j'ai vu un de mes collègues qui veut partir sur Mars, je lui souhaite bien du plaisir, Oui. qui m'envoie des photos, ça ne m'intéresse absolument pas, mais, je réponds à votre question, je les plains. Alors, j'espère qu'on leur donne des choses qui ont du goût, parce que, vous savez, ils sont en apesanteur, et il faut attraper le... vous savez, comme les gosses qui prennent une confiture en suçant un bidule, là, c'est complètement aberrant. Ils en sont là, les pauvres. Quand ils reviennent, ils sont complètement décalcifiés. Bon, pour moi, moi je les laisse y aller, j'admire, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'irai pas. Vous voulez y aller, vous? Peut-être, hein. Ah Pourquoi bon, pas Vous vous préparez alors, c'est bien. On ne sait jamais. Non, mais même sur la Lune, on y est déjà pas mal. Sur la Lune, ça suffit, quoi. Merci. Question suivante. Une dame, là. Attendez, on Attends, apporte le micro, on madame. t'apporte du micro, Dominique. Oui, professeur, vous avez évoqué tout à l'heure la problématique des vaccins. Oui. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus chez le jeune enfant? Tout à fait. Alors, je vais vous dire, vous avez un vaccin qu'on appelle le vaccin trivalent qui protège de 3 maladies et qui est obligatoire. Vous êtes comme moi citoyen, je suis très favorable à cette vaccination contre diphtérie, tétanos, polio. Je ne suis pas favorable à ce qu'on les vaccine aussitôt qu'on le dit aujourd'hui, parce que si la maman allaite son bébé, je ferai changer le carnet de vaccination où il y aurait écrit allaitement maternel. Elle n'allaite pas, ok, il faut vacciner. Elle allaite, vous savez que le système immunitaire d'un enfant n'est pas fini avant 1000 jours après la conception. Imaginez que cet enfant est conçu le 1er janvier d'une année. Le système immunitaire de cet enfant ne sera pas fini avant 1000 jours après sa conception. Ça veut dire, le temps de la grossesse, grosso modo 9 mois, 270 jours, vous ajoutez 2 années de 365 jours, vous êtes à 1000 jours. Ça veut dire que l'Organisation mondiale de la santé vous dit, idéalement, allaiter le bébé 6 mois intégralement, et 1 année, matin et soir, ce que j'appelle l'apéritif du matin, l'apéritif du soir. La maman part au travail un petit coup, elle revient du boulot un petit coup. Et là, il est protégé. Vous le foutez à la crèche, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, il ne rentrera pas à la crèche s'il n'est pas vacciné. C'est pas vrai. Ça, c'est faux. La loi impose à la crèche de prendre votre enfant, même s'il n'est pas vacciné, parce que première chose, si lui n'est pas vacciné, comment peut-il donner la maladie à tous les autres qui sont vaccinés? Il faut qu'on m'explique. Bon. Donc, par contre, la loi vous dit que vous devez vacciner votre enfant dans les 3 mois. Alors, vous allez voir votre pédiatre. Et je disais ça hier à la fois en Belgique, parce que c'est pareil sur l'Europe entière et dans le monde entier. Vous allez voir votre pharmacien. Je vous conseille de faire ça. Madame la pharmacienne, monsieur le pharmacien, je viens vous dire que je vous aime. Première chose, vous passez la brosse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement que je vais vous acheter, je vais vous payer quelque chose que vous n'avez pas encore. Donc, je viens vous payer déjà le DTP sans aluminium. Parce qu'il n'existe plus. Et que ces coquins de labo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle la vente liée. Qu'est-ce que c'est une vente liée? Imaginez que vous allez acheter des lunettes, mais on vous dit, désolé madame, vous êtes obligé d'acheter le chapeau en même temps. Donc, on vous lie les lunettes au chapeau, alors que vous voulez que les lunettes. Donc, ça s'appelle une vente liée, c'est absolument interdit par la loi française, et même en Europe. Bon. Donc, la vente liée, c'est quoi? Ils ont arrêté le DTP sans aluminium, ou même avec aluminium, et ils ont mis 3 valences de plus, à savoir la coqueluche. On a tous fait des coqueluches, on n'est pas mort. On risque de mourir d'une coqueluche si on a en même temps une maladie auto-immune grave. Sida ou autre. Bon. Deuxièmement, ils ont mis l'hémophilus influenzae B, qui est une maladie qui donne des méningites incontestablement, mais là aussi, il faut être un enfant en très mauvaise santé. Ils ne le sont pas tous, bien au-delà, bien au contraire. Et puis la troisième, c'est l'hépatite B. Or, l'hépatite B, vous l'attrapez si vous êtes chirurgien, infirmier dans le monde médical. Là, il faut vacciner les enfants. Et pour vous donner un exemple, quand nous étions à Paris, notre fils, le dernier, avait 7 ans, il rentre de l'école, il me dit, papa, il faut que tu me vaccines. Ah bon? Alors il me montre le carnet de l'école, et il y avait vaccination hépatite B. Je lui dis non, tu n'as pas besoin. Oui, mais tous mes copains, papa, ils seront vaccinés, et pas moi. Je lui dirai à tous tes copains que tu es vacciné. Papa, mais tu as dit qu'il ne faut pas mentir. Je lui dis, mais là, je te permets. Bon. Donc, il n'a pas été vacciné. Il arrive en médecine, première année. Papa, il faut que tu me vaccines. Je dis non, tu n'es pas reçu.
Si tu es reçu, parce que si tu n'es pas reçu, bah, tu feras pharmacie, tu feras du droit, tu feras boulanger, je ne sais pas ce que tu feras. Mais bon, il a été reçu, on l'a vacciné. Vous comprenez? Bon. Donc, tout le monde n'a pas besoin d'être vacciné. Or, l'hépatite B, c'est le sang humain, mais c'est aussi la drogue. Vous savez qu'aujourd'hui, on va pouvoir, je ne sais pas si c'est ça chez vous, mais on va se shooter proprement, comme on dit. Hein, se shooter proprement. Non, mais vous vous rendez compte? Là, vous allez pouvoir la drogue tranquille, on va vous la filer et continuer à vous shooter. C'est complètement aberrant. Alors, ce qu'il faut donner, c'est traiter ces personnes-là, les aider à sortir de leur enfer, parce que c'est un enfer. Seulement, on leur fait présenter un enfer comme si c'était le ciel. Hein, on va vous shooter proprement, complètement aberrant. Donc, l'hépatite B, vous allez l'attraper si vous vous droguez, mais enfin à 2 mois, ou si vous avez une multiplication de partenaires intimes. Chacun fait ce qu'il veut dans ce domaine, mais à 2 mois, laissez tranquille, on est une pipe. D'autant qu'en plus, après la vaccination contre l'hépatite B, Kouchner lui-même, qui était secrétaire d'État à la santé, a fait arrêter ses campagnes de vaccination parce qu'il y avait 65% de plus de sclérose en plaques. Vous comprenez? Alors les labos ont dit, mais non, c'est pas lié à ça, c'est pas du tout lié à ça, c'est le hasard, c'est parce que les neurologues sont meilleurs, c'est parce qu'il y a plus d'IRM pour faire des diagnostics. Mon œil. Moi, j'ai fait une hépatite B, alors que le vaccin n'existait pas, en opérant une patiente en tant que chirurgien, et ça nous arrivait, on n'avait pas toujours des lunettes, à l'époque je n'en avais pas, et donc j'ai eu un jet de sang dans l'œil. Bon, l'infirmière m'a nettoyé, comme elles font très bien, et puis 45 jours plus tard, je faisais une magnifique, entre guillemets, hépatite virale. Bon, mes collègues m'ont proposé des traitements ceci, traitements cela, j'aurais fait un bras d'honneur. Je suis resté au lit, c'est ma femme qui m'a soigné, et ma femme connaissant bien la façon dont il fallait que je m'alimente, eh bien, tout simplement, j'ai pu éliminer l'anticorps qui était là pour me détruire, mon foie. J'ai fait une jaunisse incontestablement, j'ai été fatigué, mais j'ai pu éliminer tout ça, et je ne risque pas de faire un cancer du foie. Par contre, si vous gardez l'élément en vous, à ce moment-là, ça peut être plus dangereux. Donc, vous voyez, il faut faire attention. C'est pour ça que je ne suis pas du tout contre la vaccination contre l'hépatite B. Mais à moins que vous soyez médecin, chirurgien, infirmière, vous n'avez pas besoin, madame, vous comprenez? Mais les labos, ils veulent quoi? Les labos, je vais vous dire, ils ont compris qu'il y avait beaucoup plus de gens en bonne santé que de gens malades. Donc, si vous donnez à des gens en bonne santé un traitement en leur disant vous ne serez pas malade, les gens, vous médicalisez l'émotion, vous allez avoir de l'ostéoporose. Madame, vous allez perdre la mémoire. Vous savez qu'il y a 4 médicaments contre l'Alzheimer. Vous savez à quoi ils servent? Rien. Vous savez comme ils sont remboursés par la Sécu? 80 € par semaine. Et mes collègues le reconnaissent qu'ils servent à rien. Mais je leur dis, mais non d'une pipe, quand tu étais dans l'émission d'experts au ministère, pourquoi ça a été remboursé par la Sécu? Pression des labos. Je peux donner le nom d'un de mes collègues qui est décédé parce que c'était un type, vraiment, et je peux donner son nom, il n'est plus de ce monde. Il s'appelait le professeur Édouard Zarifian. Lisez son livre « Les jardiniers de la folie », livre de poche. Une merveille. Moi, il me disait joyeux, j'ai eu des menaces de mort. J'ai eu des menaces de mort pour des médicaments où j'avais dit, comme expert au ministère de la Santé, ce médicament n'a pas besoin d'être remboursé parce qu'il y en a déjà qui sont suffisamment efficaces. Nous avons un système pour lequel il faut que vous soyez informés. C'est pour ça que moi, je suis pour informer les gens. Et à partir de ce moment-là, on fait les bons choix. Donc, si vous avez quelqu'un qui a un Alzheimer chez vous, donnez-lui un verre de bon vin, donnez-lui un œuf à la coque tous les jours. Dans les maisons de retraite, il faut virer les produits laitiers, il faut donner un œuf à la coque tous les jours, il faut donner du chocolat, il faut donner du miel, il faut donner du poisson, il faut donner des fruits de mer. Regardez ce qu'ils mangent dans les maisons de retraite, c'est à cata, quoi. Alors on vous dit c'est le budget, je m'en fous. On peut faire avec un budget plus petit, on peut faire d'excellentes choses. Vous pouvez avoir des produits bio. Ma femme a fait des études comme ça au niveau économique. Je lui ai dit, je voudrais savoir, tu me fais le même menu en bio et le coût d'un non-menu en bio. Vous prenez un poulet en batterie, vous faites cuire, vous avez un pigeon. Il vous faut 3 poulets. Vous prenez un poulet bio, eh bien, vous avez votre poulet, vous le faites cuire, et seulement vous allez le payer le prix de vos 3 poulets conventionnels. Vous comprenez? C'est pas illogique qu'on paye plus cher l'agriculture biologique. Permaculture, etc. C'est passionnant tout ça. On prend peut-être une dernière, deux dernières questions. Alors. Madame. Bien dans le micro. Parlez dans le micro. Allez-y. Si vous voulez être de face. Oui, moi je voulais vous parler d'un sujet peut-être très sensible. Je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui ont la maladie de troubles déficitaires d'attention et d'hyperactivité. Et je trouve que c'est malheureux, c'est qu'ils sont déjà médicalisés très jeunes. Excellente question. Vous savez qui est responsable? Non. Haribo. C'est les bonbons. C'est les bonbons.
papa et les mamans sont pris par leur travail, ce qui est vrai. Comme le gosse, quand il rentre à la maison, il a la clé autour du cou, il se fout devant la télé. Comme le matin, pendant son petit déjeuner, il se déguste des publicités d'Haribo ou d'autres. Quand il arrive au supermarché avec maman, à la sortie, là, il y a de l'Haribo. Comme il va vous faire une crise si vous ne lui offrez pas son Haribo, il va le bouffer. Addiction au sucre. Le problème est là. Yaya, il faut supprimer les yaourts aux enfants. Pourquoi? Ils ne le mastiquent pas. Il faut leur donner un fruit à la place. Alors au début, c'est difficile. Nutella. Madame Ségolène Royal, elle a dit juste, mais elle a mal dit. Il ne faut pas agresser. Au lieu de dire il faut supprimer le Nutella parce qu'il y a de l'huile de palme et qu'on esquinte les forêts à tel endroit au Brésil ou ailleurs, il ne faut pas dire comme ça. Il faut dire dans le Nutella, il y a des produits qui abîment la santé des gens. Il faut qu'ils en prennent moins. Voilà. Seulement, comme les Français sont les plus gros consommateurs de Nutella au monde, vous comprenez que quand vous dites ça et que Nutella entend ça en Italie, il est furieux. Parce que c'est une baisse du chiffre d'affaires, évidemment. Donc il faut y aller doucement. Mais maintenant que vous le savez, eh bien le mercredi, quand vos petits-enfants viennent, vous ne leur aurez pas donné du Nutella. Vous donnerez du chocolat, sous forme de carré. Vous voyez? Voilà. Vous lui donnerez un bon pain de cucugnan. Bon, mais vous avez tout à fait raison. On voit des enfants hyperactifs qui sont épouvantables dans la famille, à l'école. Ils n'écoutent pas. Alors vous savez ce que j'ai créé à un moment, et monsieur le maire, tiens, ça c'est important, vous devez avoir des écoles primaire dans votre mairie. Un bon paquet d'ailleurs. Bon, pour 60 000 habitants, d'après ce que j'ai compris. Eh bien, j'ai lancé dans les années 2002-2003 ce qu'on a appelé dans le sud de la France les bars à fruits. C'est-à-dire la récré fruitée. C'est-à-dire qu'à la récréation de 10 heures, on donnait un fruit aux enfants, un fruit frais de saison. Vous voyez? Alors au moment des vendanges, ce sera des raisins, à un autre moment, ce sera des pommes, etc. Bon. Et je me souviens avoir été invité par une ville qui est la ville de Narbonne, où il y avait le maire qui me fait venir en conseil municipal pour présenter le projet du fruit frais à la récré. Alors je présente le projet, et puis discussion avec toutes les personnes qui étaient là, c'était très sympa. Puis il fait voter, et tout le monde était d'accord, 100% fruit frais à la récré à tous les enfants à partir de la rentrée de septembre. Et puis je dis au maire, je dis, monsieur le maire, mais vous êtes le tuteur, en tant que mairie, de l'école publique. Il dit oui, bien sûr. Je dis donc, vous discriminez. Quand vous dites à un homme politique discrimination, il fait peur, vous lui faites peur. Et je dis oui, parce que vous offrez le fruit frais à la récré aux écoles publiques et les écoles privées. Ils votent aussi, les parents. Ils votent pour vous. Si vous êtes réélu, c'est quand même intéressant. Bon. Et du coup, tour de table au conseil municipal, ils ont donné le fruit frais à la récré à toutes les écoles privées de la ville de Narbonne et publiques. Arrive un nouveau maire qui était de l'autre couleur. Vous savez ce qu'il a fait? Il a supprimé ce qu'on a. Ça, c'est aberrant. Voyez. Or, nous avions fait une étude extrêmement intéressante, à savoir qu'on avait pris des classes de CP et de CE1, et on avait dit à des maîtresses, vous allez avoir le fruit frais à la récré pour tous les enfants et la maîtresse. Et puis, il y aura d'autres cours le lendemain au lendemain où il n'y aura pas le fruit frais à la récré, mais il y a le truc classique, la viennoiserie, la barre chocolatée. Eh bien, ce qu'on avait observé, les maîtresses elles-mêmes le disaient, c'est que quand vous donnez le fruit frais à la récré, les enfants sont attentifs pendant toute l'heure. Ils ne chahutent pas, ils écoutent la maîtresse et ils retiennent. Quand vous leur donnez la barre chocolatée ou la viennoiserie, 20 minutes. Ils tiennent 20 minutes. Pourquoi? Parce que le taux du sucre dans le sang monte rapidement, et quand votre taux du sucre dans le sang monte, votre pancréas réagit pour le faire baisser. Si votre taux de sucre passe de 1 gramme à 1 gramme 10, immédiatement, c'est comme un roseau qui penche là, vous voulez le faire tenir droit, eh bien, vous allez le pousser un peu de l'autre côté. Voyez? Et donc, le taux du sucre dans le sang de cet enfant va baisser autour de 0,95. Il a une petite hypoglycémie, il s'agite, il n'écoute pas, il déconne. Et la maîtresse trouve qu'ils sont insupportables. Mais moi, je passe beaucoup dans les écoles pour leur parler de SAS, santé, amour, sexualité. Vous n'imaginez pas, les maîtresses, je les fais pleurer en CP. Parce que je raconte aux enfants ce qu'ils faisaient dans le ventre de maman. Alors je vais voir la maîtresse, après je dis, mais maîtresse, pourquoi vous pleurez? Oh docteur, j'aurais aimé entendre ça quand j'avais 4 ans. Oui, c'est beau. Moi, ça, c'est vraiment, c'est très touchant. Vous voyez? Donc, je crois qu'aujourd'hui, vous voyez, sur l'école, par exemple, je prépare un bouquin, monsieur le maire, qui va s'appeler Du mammouth au castor. Vous savez qu'il y a un ministre qui a dit le mammouth, il faut le dégraisser. Mais il est indégraissable. Il est indégraissable. Il a une épaisseur de graisse monumentale. Bon, une peau qu'on n'en peut plus. Donc, sédation profonde. Ça, c'est le mammouth. Donc, il faut flinguer le mammouth. C'est pour ça qu'il faut faire aussi, j'ai oublié de vous dire, vous pourrez choisir, monsieur le ministre, soit ministre d'État chargé, comme je l'ai dit, de la santé et de l'agriculture et de la santé, soit ministre d'État chargé de la famille et de l'éducation.
Pourquoi? Aujourd'hui, on a opposé les éducateurs, les enseignants aux familles. Vous avez des bagarres. Hein. Vous avez parfois des enseignants qui se font agresser par des parents. C'est aberrant. Alors que les enseignants et nos parents, nous voulons que l'enfant grandisse, qu'il soit... J'ai un de mes copains qui est là, nous étions en classe ensemble au lycée de Montpellier. Bon, ben, c'était un régal quand on était au lycée, on respectait nos professeurs, on travaillait, on prenait des coups de pied au cul de temps en temps. Bon, ben, ça ne nous faisait pas de mal, ça nous a fait avancer. Bon, eh ben, aujourd'hui, quand vous allez dans des collèges, 4e, 3e, c'est le bordel. Alors pour les tenir, moi les profs sont étonnés parce que je leur parle, je leur dis, bon, je vais vous parler de la santé, vous vous en foutez. Bon, puis je vais vous parler de l'amour. Alors là, ils tendent l'oreille. Puis je leur dis, je vais vous parler de sexe. Ouais, ils sont contents. Et là, ils m'écoutent. Hein. Il n'y a pas une mouche qui vole, je peux vous dire. Hein. Dernière question alors. Merci beaucoup. Avec plaisir, madame. Le micro est là-haut, je crois. Oui. Oui, je voulais vous parler de... Parlez plus fort, madame. On parle beaucoup d'insuffisance de vitamine D actuellement. Et oui. Alors on bonne donne question. UV-dose. Voilà. Alors je vous explique, madame. J'étais au Maroc récemment et vous savez qu'au Maroc, comme à Montpellier, il fait soleil jour et nuit. Jour et nuit. Et alors, j'étais invité par une association de femmes marocaines. Beaucoup de ces femmes-là étaient, je dirais plus des 3/4 étaient voilées, mais voilées comme ça, hein, comme les bonnes sœurs chez nous. Et j'ai donné la seule indication de la vitamine D, c'est la burqa. Alors, elles ont applaudi et elles m'ont dit surtout, docteur, dites-le partout. Dites-le partout. C'est aberrant. Moi, j'ai lu le Coran. Je peux vous dire, la burqa, elle n'est pas dans le Coran. C'est des conneries. Hein. Par contre, le voile pour le respect, tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Et je pense qu'il ne faut pas embêter les gens. Mais la burqa est aberrante. Alors, ce qui est sûr, c'est que normalement, les Parisiens, vous venez à Palavas, à Carnon, au Grau-du-Roi. L'été, vous venez prendre le soleil, d'accord? Eh bien, la dose de soleil que vous captez l'été, c'est comme la cigale et la fourmi, c'est pour l'hiver. Alors, il est certain que si vous prenez peu le soleil pendant l'été, parce qu'il n'a pas fait beau, parce qu'il a plu, etc., vous pouvez avoir des carences, effectivement, mais méfiez-vous d'une chose. Là encore, les labos, c'est comme pour le cholestérol, ils sont très malins. Ils ont mis le taux normal de vitamine D dans votre sang à 40. Et comme la plupart des gens, ils ont 30 et 40, vous en manquez, donc il faut vous donner la vitamine D. En réalité, le bon taux, c'est entre 30 et 40. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Et je vois récemment des femmes qui sont sous vitamine D. Non, mais c'est aberrant. Alors, la Sécu a commencé à bouger en disant on ne va pas trop rembourser. Seulement, immédiatement, les labos ont hurlé. Ouais, les femmes en ont besoin, elles vont faire des cancers, il leur faut de la vitamine D. Il faut prendre le soleil. Aujourd'hui, il a fait soleil dans Paris. Bon, eh bien c'est bien, prenez le soleil, vous avez besoin simplement du visage et des bras dénudés. Voilà, on ne voit pas assez de bras dénudés. Je veux dire, on voit des comment ça s'appelle, les mini-jupes, ça monte, ça descend. Mais bon, non, c'est les bras. C'est les bras. Et vous avez assez de vitamine D. Voilà. Merci, avec grand monsieur le plaisir. professeur, il y a 1000 raisons de vous remercier. Merci d'abord de m'avoir promis cette carrière ministérielle multiple. Merci de nous avoir offert à tous deux cerveaux et 3 cœurs. Là où nous étions arrivés avec un cœur et un cerveau chacun. Merci de nous avoir révélé les secrets du couple qui dure, les pois chiches al dente et le secret de l'arme du crime parfait, c'est-à-dire la pomme au four, si j'ai bien compris. Merci pour votre discours. Votre femme était là? Non. Non, vous allez tout lui dire. Hein. Voilà. Merci pour votre discours qui, comme votre nom finalement, est communicatif. Voilà, il nous vient à l'idée que vos conférences devraient être remboursées par la Sécurité sociale. Vous en parlerez au futur ministre de la Santé et de l'Agriculture. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Bravo. Bon, mais ça s'est très bien passé. Vous êtes un pro, hein. J'aime bien.